Vous faites combien de CA annuel? Alors, l'année dernière, on était à peu près à 30 millions. Comment tu gères toutes les normes de tous les pays? Ça doit être un enfer, non? Il faut savoir les normes, c'est une question d'argent, hein, c'est pas Tout ce que tu as fait, tu as fait 0 levée de fonds. les entreprises que j'ai, c'est en bootstrap. Donc j'ai fait 0 levée de fonds. Tu serais partant pour venir monter une usine en France. On m'a dit même à partir de 15 000 euros, t'es imposé. Je dis mais comment vous voulez que les gens embauchent? Comment vous voulez que les startups ou les PME ou les TPE arrivent à s'en sortir? Il faut les reins solides pour le faire. En Chine, les gens ont droit au chômage, mais ils n'aiment pas le prendre parce que c'est non. Dans ma scolarité, à partir du moment, enfin avant le bac, à la limite ok. Par contre, tout ce qu'il y a eu après, c'était éclaté, quoi. Franchement, ça n'avait strictement aucun intérêt. Et scolairement, c'était nul à chier, ça n'avait aucun intérêt. Les écoles étaient nulles. Aller trop tôt sur l'entrepreneuriat, pourquoi pas, mais fais attention parce qu'il y a des choses que tu n'auras pas appris et que tu vas te louper, que tu vas perdre, et c'est triste. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur et aujourd'hui, on a un invité qui est Dali. Hello les gars. Hello. Salut. Bonjour. Dali, je pense pour commencer, on va te laisser te présenter parce que pour le Wizard Podcast, on va dire que tu es très différent des invités qu'on a. C'est-à-dire que nous, on est très basé sur la partie web. Toi, tu es un, je sais pas comment on va dire, mais un vrai entrepreneur. Un entrepreneur. Comme dirait Anto, ouais. Voilà, toi, tu es un vrai entrepreneur. Heu, tu as monté enfin, déjà, tu es expatrié, tu as monté une boîte qui est assez énorme, qui fait des très gros chiffres. Tu vas sans doute nous en parler et surtout, tu es pas basé en France. Je te laisse nous expliquer, ton parcours, et ce que tu as fait et où tu te trouves aujourd'hui. Bah, merci beaucoup Franck, pour cette mini intro et merci de m'accueillir sur votre chaîne que j'adore d'ailleurs. Tout d'abord, bah, Dali Nikolowski, 42 ans. Ça fait depuis l'âge de 23 ans que je me suis expatrié en Chine, donc où j'ai commencé, un petit travail, en tant que stagiaire et puis, j'y suis resté pour m'y installer et monter, plusieurs sociétés. Donc à la base, moi je viens de la banlieue parisienne. Donc famille très modeste et puis, bon, bah, un jour, j'en avais marre un peu de ce côté morose qu'on avait en France en 2007-2008 et je me suis dit: «Pourquoi pas aller dans le pays où, le PIB était assez important?» Donc on était aux alentours de 13%, bah, 3e, si je me rappelle bien, 3e PIB, mondial et voilà. Donc je suis parti sur un peu un coup de tête ou une envie d'explorer et puis, suite à mon stage, j'ai vu que j'avais des choses à faire en Chine. C'est vrai qu'en 2007, la Chine, c'était encore quelque chose de pas où on n'avait pas de grande visibilité depuis la France, où on croyait que c'était juste, une usine à fabrication et puis, C'était c'est l'usine plus du que monde. ça. Exactement, exactement, alors que c'était beaucoup plus que ça et quand je suis arrivé, bah, je suis tombé amoureux du pays, j'ai aimé un peu la façon de travailler et voilà, j'ai monté plusieurs sociétés, donc j'en ai monté 2, une dans l'agroalimentaire qui s'appelle Ocean Treasure et une dans l'énergie renouvelable qui s'appelle EcoGreen Energy et donc après plusieurs années, j'ai monté ma propre usine de fabrication. J'ai une usine de 25 000 m², qui se trouve dans la ville de Menton, où on fabrique des panneaux solaires, et des systèmes de stockage solaire que l'on vend aussi en France. Donc voilà, on a aussi monté un bureau en France de représentation et de recherche et développement et puis voilà. Donc on a aussi un bureau à Shanghai. On est un peu présent partout, donc voilà. 2 entreprises vraiment internationales qui n'ont rien à voir, donc aucun lien de parenté, mis à part le propriétaire donc voilà, ça marche bien et ça fait maintenant 18 ans que ça dure. OK, trop bien. Bah, merci déjà pour l'explication. Première re petite question en gros, comment tu t'es retrouvé dans ce secteur de l'énergie? Alors, je vais prendre ce 1 exemple, juste pour savoir, Mmh. du coup, ta boîte, Eco Green Energy, vous faites Mmh. combien de CA annuel? Alors l'année dernière, on était à peu près à 30 millions. OK, Donc j'espère que qu'on va finir un peu mieux cette année, mais on n'est pas loin en tout cas. OK, et ta boîte d'agroalimentaire, du coup, ça fait un peu plus, Alors, c'est ça? 45 Ouais, millions à peu près, ouais. OK, Parce que c'est vraiment du trading. Nous, on n'a pas de si tu veux, on n'a pas de structure, c'est vraiment de l'achat-revente et le contrôle qualité. Donc voilà OK. et dans le solaire, c'est vraiment notre propre production, notre propre achat et notre propre marque. Donc c'est tout de suite un travail un peu plus énorme. OK. Du coup, là, je vais d'abord te parler en 1 de d'Eco Green Energy.
Bien sûr. comment, bah, déjà, vous êtes dans combien enfin, vous êtes disponible dans combien de pays différents aujourd'hui? Alors on distribue dans un peu plus de 70 pays. Ouais, donc c'est énorme. Hem, Voilà. comment moi, tu vois, question que je me pose, j'ai toujours trouvé ça assez impressionnant, du coup, les boîtes qui arrivent à se développer comme ça. Comment tu fais pour partir dans autant de pays? Est-ce que c'est parce que tu mets des forces commerciales? Est-ce que tu bosses avec des partenaires dans chaque pays, avec des forces commerciales dans chaque pays et qui vont démocratiser ta marque? Ou est-ce que, bah, comme tu l'as dit, par exemple, en France, vous avez vraiment, votre propre, bureau et du coup, c'est de là que ça rayonne, du coup, en France grâce à vos propres bureaux, tu vois? Et d'ailleurs, est-ce que ça varie d'un pays à un autre? Est-ce qu'il y en a où tu mets vraiment un vrai bureau à toi? Est-ce qu'il y en a d'autres où juste tu vas passer par des partenaires, par exemple? Alors c'est une très bonne question. Alors, si tu veux, tu as plusieurs phases dans le développement d'une marque et d'un produit, tel que l'énergie renouvelable. Donc c'est vrai qu'au début, l'effort venait surtout de notre bureau de Chine, où là, on allait les commerciaux allaient sur place, où on allait faire les salons locaux pour essayer de développer la marque, nous faire connaître, expliquer. Bon, ce qui était dur un peu dans mon cas, Franck, c'est que quand nous, on a commencé, le solaire, c'était nouveau et Ouais. Mmh. fallait éduquer les gens. Est-ce que le solaire fonctionne? Comment ça fonctionne? Les gens: «Non, non, avec le soleil, c'est impossible, connaît de l'énergie». Donc on a eu vraiment beaucoup de challenges. Donc le premier challenge, ça a été éduquer, apprendre aux gens et puis après, bon, à faire connaître une marque, qui était pas, connue au bataillon et donc c'est vrai que c'est nous qui avons dû vraiment nous déplacer et petit à petit, bien sûr, on a trouvé des partenaires avec qui nous représentent soit pour de la distribution, soit pour de l'installation directe sur des projets. Donc c'est de cette façon qu'on a pu se diversifier. Mais ce qui est étonnant, si tu veux, avec la globalisation et la mondialisation, c'est que tu as aujourd'hui même ce qu'on appelle des B2B2C, donc par exemple des usines qui veulent mettre des panneaux solaires et du stockage dans leur entrepôt, qui nous appellent directement. Alors qu'avant, ils passaient par un intermédiaire pour faire tout ce travail. Mmh. Donc si tu veux, tu as un changement de marché qui évolue tellement vite et on le voit même pour les B2C, par exemple Temu ou Alibaba, où les gens peuvent commander même, un petit échantillon ou un petit produit directement au fournisseur. Donc ce qui se passe avec le B2C, donc avec les consommateurs de tous les jours, se passe aussi pour le B2B, en fait. Et on l'a vu et on a même, eu des projets qu'on a fait directement avec ces usines-là. Donc, dernière usine où on a fait ça, c'était une usine de production de plastique en Équateur, qui nous ont demandé de leur fournir les panneaux solaires, le stockage et tout le système complet et eux, ils allaient trouver sur place, les installateurs. Donc c'est vrai que c'est une forme de changement Mmh. importante, qui se passe, sur le marché. Est-ce que ça, c'est, notamment grâce à, bah, tu vois, des trucs tout bêtes, le fait que tu viennes, par exemple, dans un podcast comme ça, en tout cas que tu fasses en sorte d'être, d'incarner ta marque? Est-ce que c'est ce genre de choses qui fait que justement, ensuite, tu t'es contacté en direct, tu vois, plutôt que de passer par des revendeurs? Ou est-ce que, tu penses, ça peut venir, d'autres choses? Parce que là, je parle du cas du podcast, mais, je suppose que vous avez plein d'autres actions de com avec la boîte en général. Heu et d'ailleurs, je pense, tu me diras, si j'ai tort ou pas là-dessus, mais je suppose que le gros intérêt de passer en direct comme ça aussi, c'est que vous margez beaucoup plus? Alors, pas Ah ouais? OK. forcément, mais si tu veux, ce qui est bien, c'est que quand tu parles au client final, au consommateur, tu sais aussi ce qu'il attend de toi. Ouais. Donc tu as ce feedback direct qui te permet d'améliorer ton service et ton produit. Et c'est vraiment important Mmh. pour, une entreprise qui produit, qui est producteur, de vraiment avoir comment bien s'aligner sur la demande du marché. Moi, si tu veux, grâce à ça, j'ai développé plein de nouveaux produits aussi, d'avoir les retours du client réels. Et c'est vraiment important pour moi, je pense, pour pouvoir, voilà, rester dans ce genre de secteur pendant autant d'années. Parce qu'il faut dire 18 ans dans notre secteur, c'est énorme, hein. Ouais. Sachant que le solaire, c'est très jeune, c'est pas une industrie qui a 50 ans. Donc c'est pour ça que, il y a ce retour qui est important. Alors, tu m'as posé plusieurs questions et je vais essayer, de revenir une par une. Tu me disais, que les podcasts, pouvaient aider. Alors le podcast est important parce que ça, incarne, la possibilité de voir directement qui dirige l'entreprise et de quelle façon il travaille. C'est vrai qu'aujourd'hui, le brand, marketing ou le branding par une personne, est devenu essentiel. On le voit aujourd'hui avec des grandes marques, bon, Elon Musk avec Ouais. Tesla et tout ça. Bon, je suis même pas à leur, petit doigt, mais
c'est important de voir que, incarner une marque et une personne qui incarne une marque a de l'importance. Alors, donc comme tu disais, le podcast a son importance dans le brand marketing, réellement pour donner une image de marque. Alors, est-ce que, indirectement ou directement, ça va permettre aux clients de passer commande? C'est vrai que là, il manque un lien pour pouvoir mesurer ça et c'est vrai que ça peut être une opportunité aussi d'avoir ce genre d'outil qui nous permettrait de faire la connexion entre ce travail et le résultat. Après oui, on a beaucoup d'actions marketing, donc comme je disais, on fait les salons, Mmh. forcément, Mmh. en physique, mais en ligne, bien sûr, on s'investit beaucoup pour faire, du SEO, pour être présent dans pas mal d'autres sites web de référence. Là, c'est vrai qu'il y a un gros travail, sur les SEO, sur les AI, l'intelligence artificielle, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail encore à creuser et c'est mon envie à chaque fois d'être, avant-gardiste qui me dit: «Allez, il faut aller travailler sur cette plateforme, sur cette plateforme», donc c'est vrai que les plateformes en ligne, ça aide parce que, bon, bah, tout le monde maintenant passe de plus en plus de temps en ligne. Mais à côté de ça, tu vois, récemment alors c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais je suis aussi, vice-président de la French Tech de Shanghai. C'est vrai que, je collabore pas mal avec des agents qui font de l'intelligence artificielle pour les entreprises et ils me disaient, il y a aussi le côté double tranchant, c'est-à-dire que les gens voient tellement de choses en ligne et de choses un peu trop parfaites qu'ils veulent revenir sur le côté physique. Donc le fait de se revoir, en ligne, face à face, d'avoir des rendez-vous réels, Mmh. c'est aussi ce qui rassure les gens. C'est vrai que de trop en faire en ligne, on oublie le côté physique qui te permet justement, de signer le contrat ou d'aboutir à une vraie commande. OK. Est-ce que l'affiliation pour vous, Dali, ça a déjà été un sujet? Je pense notamment aux panneaux solaires où c'est Mmh. quelque chose d'assez, commun, pour nous éditeurs de sites de voir des offres liées aux panneaux solaires. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as mis en place ou essayé de mettre en place? Alors, c'est vrai qu'il y a là, pour le coup, Arthur, tu soulèves, quelque chose d'intéressant, c'est que l'affiliation, c'est encore dans notre domaine assez nouveau. Donc si tu veux, tu as l'affiliation, ce qu'on va dire, c'est une entreprise va présenter c'est pas c'est-à-dire tu as une entreprise dans les constructions qui a un projet et qui va dire: «Bah, moi, je connais tel fournisseur». Donc si tu veux, tu as ce côté affiliation via une autre entreprise qui est Mmh. déjà dans ça. Après les affiliations en ligne, c'est vrai que c'est pas clair, en tout cas pour le B2B. Je parle bien du B2B. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à creuser dans ce sens-là, où il y a un gros travail à faire sur l'affiliation, alors que ça soit en ligne ou hors ligne. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de travailler et on essaie de trouver quel serait le meilleur moyen, parce qu'il faut que ce soit rémunérateur pour tout le monde, bien sûr, pour que les gens aient envie de te recommander ou hem, de te promouvoir, pour des projets ou pour des clients. Donc c'est vrai que c'est un modèle, auquel on travaille, constamment pour voir, de quelle façon l'approche sera la meilleure. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, enfin Anto ou Franck d'ailleurs, parce que moi je connais un peu moins ces offres-là, mais sur les panneaux solaires, là, il y a eu des offres notamment en France, avec des aides de l'État ou je sais pas quoi, c'est pas il y a pas des histoires comme ça, Si, pour et les je panneaux sais pas si tu solaires, veux expliquer un peu bah, les il y avait trucs qui les aides existent? d'État, ouais, il y avait les aides d'État sur les panneaux solaires. Je pense que ça a dû booster pas mal votre chiffre d'affaires, vous, autant sur l'usine? Alors, Ou oui, pas la France spécialement? la France représente 20 de notre chiffre d'affaires, donc c'est important. Par contre, si tu veux, l'instabilité, du gouvernement récemment, ça a aussi un peu freiné les Mmh. projets, parce que beaucoup de projets dépendent de l'État et malheureusement, j'ai vu des projets publics où il y a eu un retard de paiement de plus de 6 mois. Donc il y a aussi ce problème qui influence malheureusement, Et heu, et bon, et tu as ça exi le côté quand la politique se mêle du ouais, business, ouais, bah, ouais, ouais, c'est sûr. c'est Ça un peu, complique. Et ça existe dans d'autres pays, ce type d'aide? Toi qui es sur beaucoup de pays? oui, oui, en OK. Allemagne, pareil, c'est très présent. Donc en Allemagne, il y a aussi beaucoup ce genre d'aide. Alors, tu auras beaucoup d'aide, en fait, sur les projets. Sur les projets, tu as beaucoup d'aide de quelle façon? Soit tu as des aides de financement, donc par exemple, tu auras facilement des crédits pour faire on va dire, une ferme solaire. Donc la banque va t'accompagner plus facilement, donc tu pourras prendre un crédit à hauteur de 70 de la valeur. Soit, bah, bien sûr, donc ce qu'on appelle le PPA, le Purchase Power Agreement, donc ce qui est le rachat de l'électricité que tu as produit en solaire. Donc en France, ça reste encore acceptable.
Même si tu veux, il y a 15 ans, le rachat d'électricité était 60 centimes au kilowattheure et Oh, aujourd'hui, on est à 10 centimes. ah ouais. Donc tu vois? Et Mmh. alors ce qui est bien en France, c'est que c'est des contrats de 20 ans. Alors que dans d'autres pays, ça sera plus 15 ans, voire 10 ans. Donc il y a ce genre de facilité. Ce qui va vraiment compter, c'est le rachat, de l'électricité. OK. Parce que pour, que je me rende bien compte, toi, ta cible principale, c'est vraiment, du vrai B2B. C'est-à-dire des usines qui veulent mettre du panneau solaire sur tout leur toit. Je donne des exemples parce que je connais pas très bien le sujet. Ou comme tu Bien dis, sûr, des fermes, donc là, je vois, c'est par exemple des grands, enfin et pareil, tu me diras si j'ai tort là-dessus, mais un peu les champs là où on voit plein de panneaux solaires les uns derrière les autres. Toi, c'est plutôt ça ta cible et toute la cible, par exemple, madame Michu qui veut, 4 panneaux solaires sur son toit, ça vient très loin dans ton potentiel, client, quoi. alors, je vais t'expliquer dans le détail, Franck. Si tu veux, nous, on cible tous les marchés. En France, on travaille beaucoup avec le résidentiel, OK. mais à travers des distributeurs. Ouais. Donc, c'est les distributeurs qui vont faire ces mini livraisons Mmh. avec qui on va faire du volume. Donc, on va acheter 5 à 10 conteneurs par mois et eux, après, vont revendre aux installateurs qui font le particulier. Nous, on fait beaucoup de particuliers parce qu'on a eu le bas carbone, on a ce qu'ils appellent Mmh. les ETN et toutes les certifications qu'il faut pour que madame Michu puisse avoir une installation solaire, comme il se doit et aussi on fait ces projets. Donc nous, on a vraiment ces disponibilités. Alors c'est grâce à la valeur de notre chaîne de production qui est, assez flexible, où vraiment on peut produire différentes tailles pour différents projets. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de répondre à toutes les demandes. OK, ça marche. Hem, Anto, vas-y. C'est juste parce que pareil, comment tu gères toutes les normes de tous les pays? Ça doit être un enfer, non? C'est un budget. C'est vraiment un budget parce qu'il faut savoir les normes, c'est une question d'argent, hein, c'est pas c'est tout parce qu'une fois que tu as le si tu veux, il y a un certificat qu'on fait tous les ans qui s'appelle, l'IEC qui est fait par TÜV Rheinland ou TÜV Sud en Allemagne et on fait ça et ça coûte à peu près 100 000 €. Heu, donc voilà et après tu dois faire à partir de ça d'autres certificats. Donc maintenant tu as le Certisolis en France, donc qui te donne l'accréditation bas carbone, tu as ce qu'on appelle les ETN et ce qui est dommage, c'est qu'en France vraiment on rend toujours les choses plus compliquées. On crée des certificats pour la France qu'il y a pas en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs. Donc bon, comme on dit, hein, la France est un pays, qui produit, plus de régulation et donc voilà, on est dans ce système où, justement on est obligé de faire plus de certificats qu'ailleurs. Donc oui, c'est un budget annuel qu'on doit dépenser pour, certifier et être à jour sur tout ce qu'on nous demande. Mmh. On n'en a pas parlé au début, mais il me semble que tout ce que tu as fait 0 levée de fonds. Tout à fait. Alors oui, j'aurais peut-être dû le dire dans ma présentation, mais les entreprises que j'ai, c'est en bootstrap. Donc j'ai fait 0 levée de fonds. Alors, je n'ai rien contre ça, mais moi, si tu veux, je viens d'une époque, où, les levées de fonds, c'était encore quelque chose, d'inhabituel, Mmh. où il fallait avoir vraiment de la high tech ou deep tech, pour pouvoir lever des fonds. Donc, j'ai toujours fait ça tout seul à partir vraiment du business, de la vente et petit à petit, voilà, autofinancement. Je Donc ça a été vraiment ça, le travail de l'entreprise. je suis curieux du coup de savoir comment on scale, parce que quand même quand on remet les choses au début, c'est comment tu pars en étant, Stagiaire. seul, ouais, C'est ça, stagiaire. Stagiaire, ouais. Tu c'est ça. stagiaire en Chine, tu te retrouves des années après, qu'une usine de 25 000 m², 2 boîtes qui fonctionnent très fort et qui font, vraiment, du gros CA, sans argent au début, tu vois? Vraiment en full Mmh. bootstrap. Mmh. Comment, par exemple, tu vois, c'est dur, encore une fois, comment au début, tu gères ta masse salariale? Tu vois, est-ce que tu es Mmh. vraiment en flux tendu au début et voilà Mmh. et après ça scale d'un coup? Comment ça se passe un peu ce gros démarrage? Alors c'est une bonne question, après, je veux dire que le contexte était, aussi plus avantageux, c'est-à-dire en arrivant en Chine, si tu veux, quand tu crées une entreprise en Chine, tu as besoin d'une journée. Donc le matin, tu vas enregistrer ton entreprise et l'après-midi, tu ouvres ton compte bancaire. Fini, OK? Voilà, Ça a l'air sympa, hein? voilà. On aimerait Donc ce genre à de choses. partir de là, ton focus, c'est le travail. Ouais.
d'accord? À partir de là, ton focus, c'est vendre, vendre, vendre. Et donc au début, forcément, je faisais le lien entre les usines, les producteurs et les clients. Donc ma force, c'était de parler anglais, français, espagnol et cetera. Donc j'allais vraiment vers tous les pays parce que je suis et j'étais le premier vendeur. Donc j'appelais tous les jours 50 clients, j'essayais de faire mes appels, d'avoir les clients et de commencer. Et bien sûr, j'étais beaucoup dans l'éducation parce que le solaire, c'était quelque chose de nouveau. Mais je prenais le temps et j'allais vraiment sur le quali. Et dès que j'ai eu la première commande, la première chose que j'ai fait, c'est louer un bureau, embaucher des salariés et donc voilà, et c'est de là que tout est parti et après mise en place de process, mise en place d'objectifs, de KPI et voilà, tout le temps et j'étais vraiment derrière. Donc au début, c'est vraiment d'être, dans l'opération, donc c'est 13 heures de travail par jour, donc dans l'opération, dans la vente et voilà, et c'est vrai que, si tu veux, les clients recherchaient d'avoir un Européen en Chine parce que ça les rassurait. Mmh. D'avoir quelqu'un qui a cette vision et cette culture, qui est différente de la culture, chinoise et donc ça les rassurait et donc ils me faisaient facilement confiance et à partir de là, bah, on a pu vraiment se rémunérer, faire, rentrer du cash et bah, commencer à se dire: «Bon, pourquoi pas?» Donc au début, on louait, si tu veux, les murs et on achetait des machines pour la production et puis au final, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas acheter un terrain et bâtir nous-mêmes, notre usine?» Et Ouais. donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu, avancer tous ensemble. Au début, tu faisais un peu ce rôle de ce que nous, on voit par exemple dans le monde du dropshipping, de agent au final. C'est-à-dire le Ah, j'étais agent mais B2B. Moi, ouais, j'ai ouais, toujours non fait du mais ouais, bien conteneur. sûr, ouais, ouais, en même en B2B, mais je veux dire, tu avais vraiment ce rôle d'agent dans le sens où tu avais des gens par exemple, moi, j'aurais pu être en France et avoir besoin de quelqu'un de confiance en Chine, qui peut vraiment aller voir les usines. Tu vois, il y en a, c'est vraiment qu'on ce rôle d'agent. Toi, au final, tu as commencé avec ce rôle d'agent qui est difficile à trouver en plus, parce que trouver quelqu'un de fiable, c'est tu sais, dans un autre pays qui est extrêmement loin avec, enfin, c'est compliqué, quoi. Bah, en fait, ce que les gens veulent voir, c'est, le concret, le côté factuel. Donc c'est vrai que j'ai dû, leur montrer ce que je pouvais faire et quand ils voyaient mes rapports de qualité contrôle et la transparence, parce que même quand il y avait un problème, je leur disais. C'est là qu'ils ont pu voir qu'il y avait un mec qui était vraiment avec eux. Moi, je leur disais à chaque fois, ce truc, c'est: «Je suis, vos yeux et vos oreilles en Chine». Mmh. Donc voilà, c'était mon argument: «Je suis vos yeux et vos oreilles en Chine». Donc c'est votre façon aussi de vous reposer, de dormir bien le soir quand vous commandez en Chine, c'est de compter Mmh. sur moi et sur mon équipe. Donc c'est ce qui nous a permis aussi de faire ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai vraiment investi dans une équipe de contrôle qualité, parce que malheureusement, aujourd'hui, je vois beaucoup des instagrammeurs ou des influenceurs qui essaient de faire ça, mais les mecs, ils travaillent depuis leur pyjama, enfin depuis leur salon en pyjama et je l'ai vu, hein, en réel. Donc j'essaie vraiment de montrer qu'il y a une structure. Bon après, tu vois, avec une usine de 25 000 m², on ne peut pas argumenter contre ça et en plus j'ai un entrepôt de stockage de 10 000 m², donc je peux aider vraiment les gens à bien faire leur business et comme, j'ai 18 ans et j'ai même la green card en Chine, Ouais. donc c'est important. Donc ça prouve que je fais un travail méticuleux et le nombre de clients que j'ai, mais c'est vrai que trouver quelqu'un de confiance, c'est difficile et surtout quand tu dois donner ton argent. Moi, j'ai eu des clients qui ont acheté en Chine avant de me connaître et qui se sont retrouvés avec des conteneurs vides ou même avec Ouais, des bah, produits qui ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient commandé. Mmh. je t'avoue que moi, j'aurais toujours eu peur de commander un conteneur en Chine, qu'importe le produit, en fait, hein. C'est Bien juste sûr, qu'importe ce que je commanderais, je me dirais: «Ouah, c'est quand même loin». Est-ce que, tu vois, tu vas pas avoir, la photo qui paraît, bien jolie, je dis n'importe quoi, tu commandes une paire de chaussures, la photo, tu te dis: «Ouais, OK, ça a l'air bien». Tu reçois le conteneur, les tailles, c'est pas les bonnes, elles sont je sais pas, tu les touches, tu te dis: «Waouh, c'est quoi cette matière? C'est horrible et tout». Enfin, c'est vraiment, c'est sûr bah, que compliqué, ouais. c'est le vrai problème, surtout qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux faire des super belles photos et des belles Ouais, non, mais c'est vidéos ça. et puis, bah, j'ai eu le cas en fait d'un client qui récemment, voulait acheter, tu sais, des tondeuses un peu automatiques pour tondre la pelouse sous les fermes solaires. Parce que des fois, tu sais, ça grandit trop et ça nuit aux panneaux solaires, à la production Mmh. d'énergie solaire.
et il avait vu une vidéo et je dis: «Je veux la même» et en fait, sur la vidéo, le la tondeuse, elle allait super vite et j'ai dit: «Attends, il y a un truc bizarre, c'est pas normal que la tondeuse, elle va aussi vite qu'une voiture pour, tondre, des herbes aussi hautes» et puis quand je suis allé à l'usine pour moi-même tester, j'ai le truc, ça allait, 10 fois moins vite, quoi. Je dis: Ouais. «Bah, Mmh. ça, c'est le vrai produit». Donc fais attention parce qu'en ligne, tu peux trouver puis tu vois, les mecs, ils payent des pubs, Meta et tout pour faire des voilà, pour avoir Ouais. le plus de vues et puis au final, c'est pas du tout ça le produit, quoi. Donc Ouais. c'est vrai que il faut quand même toujours, toujours se méfier et vérifier, bon, bah, soit par quelqu'un de confiance, soit aller soi-même sur place. Et juste par curiosité, quand tu es arrivé, tu parlais chinois? Pas du tout. Tu fait Pas du comment? tout. Ça a été ma difficulté, si tu veux, j'ai une petite anecdote, sur ça. Donc, moi, je suis arrivé et à l'époque, si tu veux, tu avais pas de trop Google, c'était pas trop on n'était pas tous à fond dessus, on voyait pas trop les avis. Donc, je suis arrivé en 2000 fin 2007 et j'avais bon, bah, par page jaune, j'avais demandé à une agence de me trouver un appart et de m'installer et quand je suis arrivé, en fait, à l'aéroport, j'ai pris un taxi à l'appart. Je suis arrivé, c'était un appart insalubre. Des cafards partout, toilettes turques et douche sur les toilettes et au-dessus d'un KTV un peu karaoké un peu bizarre et donc Ah je me ouais. suis retrouvé dans ce truc, je vais au boulot, personne ne me parle parce qu'ils aimaient pas trop les étrangers à l'époque. Donc j'étais mal j'ai un mauvais appart, j'étais mal reçu et puis, le lot de tout ça, c'est que je suis parti manger et c'était super épicé et je suis tombé malade. Donc c'était vraiment ça ma 1re journée d'arrivée en Chine. Petite tourista sur les toilettes turques, ça Voilà, devait être c'est cool. ça, ça doit être, et hop, l'équilibre. Après ça va, ils faisaient douche en même temps, le bordel, Je donc ça comprends que tu aies eu envie de rester en Chine, en vrai, ça avait l'air cool. Et si tu veux, ce qui était encore plus triste, c'est que le lendemain, c'était mon anniversaire. J'allais fêter mes 24 ans et tu as ma mère qui m'appelle: «Comment ça va mon fils?» et moi trop fier: «Ouais, ça va bien, t'inquiète, mais par contre là, je suis occupé, on se rappelle plus tard» et j'étais en train de pleurer, j'étais: «Mais qu'est-ce que je fais là?» et tout et voilà, donc c'était un peu le l'anecdote, qui raconte mon C'est arrivée et comment c'était dur. Mais en fait, c'est là où vraiment j'étais au fond et je me suis dit: «Mais bon, soit je reviens en pleurnichant chez moi, soit je me bats, je me lève et je vais faire de mon mieux». Puis le Mmh. lendemain, j'ai appelé une autre agence, j'ai trouvé un autre appart et je suis parti travailler, dans mon stage et faire un travail de fou. Tu Donc faisais un voilà. stage de quoi? Bah, j'étais dans l'agroalimentaire aussi pour Ah le ouais, coup. OK. J'étais dans l'agroalimentaire, ouais. commercial, du coup. Ouais, commercial, commercial. OK. Donc, bah, comme on dit toujours, c'est à partir du commerce qu'on peut vraiment entreprendre le mieux. Donc Ah voilà. bah, C'est c'est clair que c'est c'est la une force. compétence, quand tu sais vendre, bon, c'est les choses sont plus simples, quoi. Mais la tristesse, Arthur, justement, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'y mettent pas assez d'efforts, tu vois? Même moi, pour recruter, par exemple, des commerciaux en France, c'est devenu vachement difficile, en fait. Ouais, Tu mais as parce que, Oui. c'est un sujet que j'allais venir, mais ça va avec tout le reste. Les gens sont dans ils veulent tout rapidement, tout très vite, tout est jetable, de la relation humaine, jusqu'au donc en fait, il y a pas forcément, en tout cas de base chez les gens, ce côté où tu as envie de construire quelque chose sur le long terme, ce qui favorise grandement les gens qui, comme toi, comme nous avec le Wizards Podcast, bah, cherchons à vraiment créer une vraie relation de confiance sur le long terme et une vraie marque qui persiste dans le temps. Je pense que c'est en effet de moins en moins courant et j'imagine, et ça rejoint la question que j'allais te poser, c'est que moi je trouve ça bluffant parce qu'encore une fois, pour remettre le contexte, tu es en stage en Chine en tant que commercial. Visiblement, les choses, finissent par bien se passer, même au niveau de ton stage. Je pense que tu as eu pas mal de signaux qui t'ont fait, qui t'ont donné envie de rester et cetera. Mmh. Très vite, tu l'as dit, tu réinvestis tout, tu embauches et là, moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête vite fait là-dessus parce que je trouve ça, assez incroyable. Déjà, ma question, c'est tu embauches des gens, chinois ou des ouais, OK, tu embauches des Chinois et est-ce que leur mindset, leur manière de travailler est déjà à l'époque différente? Tu vois, tu viens de parler de ta difficulté à embaucher des commerciaux en France. Est-ce que globalement, c'est plus simple de bosser avec des Chinois que de bosser avec des Européens? Je vais le dire comme ça. Alors, très bonne question. Alors, c'est pas une question de simplicité, c'est une question de comment, est culturellement, pris le travail en Chine. C'est vrai que Ouais, le travail pour eux, c'est une importance importante. Ça fait partie de la famille, ça fait partie des valeurs. Donc c'est vrai que le côté travail, si tu vas en Chine, ils vont
beaucoup travailler en termes de quantité. Heu et c'est ça qui est intéressant. Après, si je compare au début et maintenant, il y a quand même un gros gap. Donc au début, quand je suis venu, c'est vrai que le travail et la Chine, c'était, un des mots de la Chine, c'est le travail, la famille. Travail, famille, Mmh. c'était vraiment ça et la patrie, bien sûr. Mmh. Et donc c'est vrai que, travailler avec des Chinois, alors c'était un peu dur parce que, hem, ils ne se posaient pas trop la question du pourquoi et du comment. C'est: «Il faut juste le faire et c'est comme ça». Et c'est vrai que, bon, je parle de 2008, 2009, 2010, où c'était vraiment comme ça. On travaillait pour travailler, mais sans y mettre trop la pensée et voilà. Donc par contre, ils peuvent rester très tard au bureau sans que je leur demande, ce que moi je n'apprécie pas beaucoup parce que pour moi, si tu finis pas à temps, c'est que tu as pas été efficace dans ton emploi du temps aussi. Donc voilà. Mais bon, culturellement, c'était comme ça l'est au Japon Mmh. aussi. Donc voilà, ça a été vraiment ça. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le côté responsable. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment te poser un arrêt maladie s'ils étaient mais vraiment, vraiment malades. Et ils faisaient tout pour, vraiment rattraper le travail. Même, alors je sais qu'en France maintenant c'est devenu tabou de prendre le téléphone et l'ordi à la maison, mais en Chine c'est quelque chose de normal et puis tu dois assumer parce que quand tu as tes clients qui sont à l'étranger, qui comptent sur toi, tu peux pas dire: «Ah désolé les gars, il est 8 heures, je suis déjà à la maison, demain». Donc c'est vrai que tu as ce côté responsable, que moi j'apprécie beaucoup. Après, la différence, c'est qu'en France, on va peut-être aller, sur du travail, plus quali peut-être, ou finir plus à temps. Donc c'est vrai que les deadlines, c'était un problème, au début en Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai un bureau à Shanghai où tu as des Chinois qui étudient, bon, bah, avec des étrangers, qui sont plus en rapport, donc c'est une ville cosmopolite. Donc tu as tous ces Chinois maintenant qui changent un peu d'avis, qui sont aussi maintenant qui essaient de trouver l'équilibre perso, professionnel. Donc voilà, mais moi ce que j'aime encore aujourd'hui, c'est que, comme je disais en Chine, les gens restent très responsables de leur travail envers leurs clients Mmh. et essaient tout le temps de bien accueillir, de bien recevoir. Ils Heu, font pas semblant. Ils ne font pas Là, ils semblant. font pas semblant de bosser. Parce que je Non, pense non. que c'est un vrai sujet en France, hein. Non, non, ils font pas Enfin, semblant. Ils font pas semblant et comme je te dis, ils prennent rarement des jours, quand ils sont malades. Alors, par mmh. contre, ils ont des vacances. Faut arrêter cette mythologie où il y a il y a pas de vacances en Chine. On a des vacances et on a les week-ends, ils travaillent pas le samedi et dimanche. Donc voilà, donc non, non, ils sont responsables, ils ont envie de réussir, mais comme tu disais Arthur, il y a aussi le côté trop vite. Maintenant, ils ont moins cette patience qu'ils avaient avant et je le vois Mmh. beaucoup. «Oui, mais moi je veux, devenir leader. Oui, mais moi je veux ouvrir mon truc» et tu dis: «Ouais, mais attends, tu viens d'arriver il y a à peine un an, il faut apprendre plus, tu pas encore, donc c'est vrai que cette impatience, alors est-ce que c'est lié du trop d'informations en ligne où les gens croient un peu de tout ce qui s'y passe? Donc je sais pas. Moi, par exemple, j'avais une vendeuse qui était assez qui avait des bons résultats et qui du jour au lendemain me dit, «Ah, je veux ouvrir mon entreprise, parce que je veux avoir ma liberté et tout» et je lui dis: «Bah, qu'est-ce que tu veux faire?» «Bah, je veux ouvrir, je veux ouvrir un coffee shop». Je dis: «Bon, bah, OK», et puis quand je l'ai appelé récemment, elle me dit: «Ouais, j'ai pas le temps, je travaille du lundi au dimanche». Bah, je dis: «Bah, c'est ça entreprendre». Donc c'est vrai que les gens ne réalisent pas ça et comme tu dis, ils veulent tout trop vite et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, en tout cas à Shanghai où Mmh. ils ont, cette envie de choses vite sans le travail préparatoire. J'ai juste 2 questions, vu qu'on Bien parle sûr. de société enfin et de, d'employés. La première question, c'est en Chine, l'impôt société, c'est combien? C'est à peu près 30. OK. 30. Alors par contre, j'aimerais insister sur une chose, la Chine prend en compte quand même les startups et les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que jusqu'à 100 000, tu n'es pas imposé, 100 000 $ ou 100 000 €, tu n'es pas imposé. Ce qui est le contraire en France. Moi, Ouais. j'ai trouvé ça aberrant. Quand j'ai ouvert ma société de recherche et développement et de représentation, on m'a dit: «Même à partir de 15 000 € tu es imposé». Je dis: «Mais comment vous voulez que les gens embauchent? Comment Ouais. vous voulez que les startups ou les PME ou les TPE, arrivent à s'en sortir?» Il faut leur laisser un peu de flexibilité au moins jusqu'à ce qu'ils atteignent un chiffre d'affaires assez conséquent Mmh. pour dire: «On va vous imposer à partir de maintenant».
et j'ai été vraiment choqué parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment déphasé en France, Bah, entre niveau tu les sais, l'entrepreneur en France, c'est assez mal vu, hein. C'est Tu ne fais que mettre de l'eau dans notre moulin, Dali. pardon, excusez-moi, Le moulin est déjà bien, il tourne déjà excusez-moi, bien. Il tourne vite, il tourne vite. OK, alors ça, excusez-moi. c'était mais du coup, en effet, c'est très intéressant de savoir ça et ma deuxième question, c'était par rapport aux employés parce que du coup, tu dis que un peu dès ta première commande, tu as, pu, recruter, heu et du coup, pareil, la question par rapport à ça, c'est, la charge salariale. C'est quoi le coût salarial, par exemple, pour un employé que tu vas payer 2 000 €, tu vois? C'est pour prendre un Ou dollar, ouais. ou dollars. Oui, oui, Combien oui. combien il te coûte sur ta société en vrai? Ouais, à peu près 2006-2007. Ouais, tu vois? Alors que, enfin, nous, tu montes à, 3 500, 4 000, en général, Je sais, on fait un fois je 2 pour sais. arrondir. C'est intéressant de voir ça parce que du coup, tu sais, les gens pensent toujours que, à la Chine, tu sais, tu vas être taxé à la mort parce que c'est la Chine et que, ça va être, tu sais, il y a plein de gens qui pensent ça et que en France, on est super bien lotis alors que bon, là, Bah, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, donc nous, ça nous coûte 2007, mais en plus, ça inclut l'assurance santé. Donc ils ont accès mmh, aux hôpitaux, ils ont accès aux soins. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les hôpitaux sont énormes, il y a plein de docteurs, tu as pas des heures d'attente, tu as pas besoin d'attendre 2 mois pour prendre rendez-vous chez un mmh, dentiste. mmh, Moi, je vais le matin chez un dentiste, en 1 heure, il me reçoit sans rendez-vous. Donc OK, tout est ouais. par contre, tout est géré dans les hôpitaux. Tu as pas de médecin privé, tout ça, dans un cabinet. C'est vraiment Ah ouais, tout est géré OK. dans les hôpitaux, ouais. Donc tu as des infrastructures énormes. Si le docteur voit que tu dois faire une radio ou un scanner, tu le fais le jour même. Donc tu as cette rapidité Ouais, de réaction. c'est fluide. Donc voilà, tout est fluide, tout est bien fait. Malheureusement, les commentaires viennent souvent des gens qui ne sont jamais allés en Ah, c'est Chine. ça, ouais. Et moi, j'ai une bonne anecdote. J'ai mon beau-père qui est venu, récemment. Il est allé en Thaïlande, il a bon, brûlure au 2e degré ou 3e degré, je sais plus, et il est revenu en Chine et j'ai dit: «Beh, c'est pas possible, il faut aller vite à l'hôpital», et il était 23 heures. Il me dit: «Mais est-ce qu'il y aura du monde?» et ci et ça. On arrive, il est pris en 5 minutes. La consultation nous a coûté 5 €. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est lunaire. Mais tu sais que moi, j'ai découvert ça, j'ai un ami qui a eu, son enfant, pas longtemps, avant moi et heu Mmh. et sa femme est chinoise et sa femme voulait accoucher en Chine pour être avec sa famille. C'est un ami qui est français, sa femme est chinoise et de Shanghai aussi d'ailleurs, donc du coup, ils sont allés, en Chine et et tu sais, je lui disais: «Mais c'est comment les hôpitaux, et tout ça?» Il dit: «Ah non, mais ma femme voulait absolument accoucher en Chine aussi parce que les hôpitaux et les accouchements, c'est autre chose» et en fait, il m'expliquait et il était dans un espèce de d'hôpital, mais qui était comme un gros hôtel et il y avait, tout le service d'un hôtel, sauf que c'était un hôpital, donc avec les médecins et tout ça et j'étais: «Ah OK», tu vois? Je savais pas et en fait, il m'a expliqué parce que depuis, il est jamais rentré en France. Il est resté en Ah, Chine. il s'est fait Heu, avoir. il s'est fait avoir, ouais. Il est resté en Chine et pour le business, il est parti au Japon, mais il m'a dit qu'ils aimeraient bien, revenir, en Chine après. Heu et en fait, il m'a dit: «Mais c'est lunaire», lui, il est breton à la base, tu vois? Et c'est un vrai breton, qui aime la Bretagne, tu vois? Et il voulait enfin, ouais, il a beaucoup, voyagé et tout, mais je pense qu'il était même pas conscient à quel point en Chine c'était, bah, exactement comme tu l'as expliqué, en fait. Et nous, avec nos yeux d'occidentaux, européens, où on est persuadé que on a la meilleure sécurité sociale, qu'on a, même si ça commence à se faire, comprendre que c'est pas aussi, rose que ce qu'on voudrait. Mais, en tout cas, tu as l'impression tu pourrais croire quand tu entends ce qui se dit dans des médias ou qu'importe, que la Chine, bah, ils sont, un peu en retard, alors bon, Shanghai, je suppose que c'est très différent si tu es au fin fond d'une province où c'est la campagne. Mais au même titre que dans n'importe quel pays, si tu vas au fin fond de la campagne, c'est moins bien que, si tu étais, dans une grande ville. Mais, en tout cas et encore, je pense, je pense en fonction des provinces et tout, en Chine, tu dois quand même avoir à chaque fois des très gros hôpitaux. Je savais pas que ça fonctionnait qu'avec des hôpitaux d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, mon pote, il m'avait expliqué ça. J'étais: «Ah OK, bah, tu vois?» Et il m'a expliqué, comment s'est passé, l'accouchement et tout. J'étais
Ah ouais, c'est très, enfin, c'est pas comme j'imaginais, quoi et c'est mieux que ce que Bah j'imaginais. tout à fait. Alors moi, où est mon usine? C'est à 1 heure et demie de Shanghai, à 100 kilomètres. C'est une ville, bon, ils appellent ça petite ville. Bon, faut comprendre les petites villes. C'est une ville tertiaire, 7 000 000 d'habitants. OK. Shanghai, c'est 28 millions. Donc voilà et donc c'est tier 1, tier 2, tier 3 et même dans la ville tertiaire, donc de 7 millions d'habitants, tu as des très bons hôpitaux et tu as même des étudiants du monde entier qui viennent étudier dans ces hôpitaux. Donc tu vois que tout n'est pas, forcément lié aux grandes villes. La Chine investit vraiment partout. Tu vois, c'est un peu comme, le système, fédéral aux États-Unis. Donc chaque gouvernement, chaque ville a un peu son pouvoir pour exercer, pour améliorer les structures, les autoroutes, les hôpitaux, les écoles. Donc ce qui fait que vraiment tout est bien cadré, tout est bien ficelé et on a vraiment des belles structures et des beaux hôpitaux et par exemple dans ma ville, moi quand je suis arrivé à Menton, en 2009, heu, il y avait que 2 hôpitaux. Aujourd'hui, il y en a 7. OK. Donc voilà, c'est tout ce que ça veut dire. À Shanghai, ce qui est bien, c'est que tu as aussi des hôpitaux, on va dire, étrangers. Tu as, l'hôpital américain, l'hôpital United et cetera. Donc tu as plus de choix, mais la qualité est plus ou moins pareille que tu sois dans une petite ville ou Mmh. dans une grande ville. Ce qui va être différent dans la grande ville, c'est que tu auras des docteurs qui vont parler anglais, français et cetera. OK et pour, me rendre compte, aujourd'hui, c'est facile pour, quelqu'un de vouloir venir s'installer en Chine, tu vois? Ou est-ce qu'on te met un peu est-ce que tu es un peu bloqué par divers, je sais pas, de l'administratif ou des choses comme ça? Et également, est-ce que si tu parles pas chinois ou au moins des bribes de chinois, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que quand même les gens parlent plutôt bien anglais aujourd'hui? Alors, déjà pour venir en Chine et essayer de découvrir, ils ont enlevé le visa pour nous Français. Et OK, pour, 40 pays déjà, donc pendant 30 jours, tu peux venir sans visa. D'ailleurs, messieurs, vous êtes les bienvenus pour venir me visiter et visiter la Chine surtout. Donc voilà, 30 jours, pas besoin de visa. Donc ça, c'est un premier point si tu veux aller en phase découverte. 2e point, l'administratif, non, c'est pas compliqué. Par contre, il faut que tu sois diplômé. À OK. l'époque, ils acceptaient jusqu'à bac+2. Maintenant, si tu as pas bac+3 au minimum, donc ce qu'ils appellent bachelor ou licence chez nous, c'est dur d'avoir un visa. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être diplômé. Donc ils ont ce côté où ils font attention à ce qu'ils aient une immigration, on va dire, diplômée. Ils filtrent en fait. Heu, Ils filtrent voilà, pour voilà. avoir, que des gens, qui Exactement, ont des compétences. exactement. Ils se focalisent sur la compétence, peu importe l'origine, que ça soit clair. Donc ils filtrent vraiment la compétence et dès que tu as les diplômes et bien sûr, pas de casier judiciaire ou autre chose, tout va bien. Donc tu peux avoir tes papiers, ton visa. En termes de s'installer de travail, par des Chinois, c'est un plus. Maintenant, si tu parles anglais, tu pourras te débrouiller. Beaucoup de gens parlent anglais. Alors, il faudra à ce moment-là viser les grandes villes, Mmh. Shanghai, Pékin, Shenzhen, Guangzhou et là, tu auras plus de chances de t'en sortir. Après, sur place, tu as toujours des profs particuliers ou tu as les universités qui peuvent te prendre à mi-temps, où tu peux aller 3 jours par semaine, étudier, le chinois et après, bon, bah, tu as tous les applications Duolingo, le Rosetta Stone, qui vont t'aider. Mais c'est pas un problème si tu veux Ouais. et faut pas avoir peur. Voilà. Moi, je suis arrivé, alors pour dire la vérité, je parle même pas bien anglais à l'époque, et chinois, bah, encore moins et donc bah, petit à petit, je me suis adapté. Ce qui compte le plus en Chine, je pense, mis à part le la langue, c'est accepter la culture. Ouais. Mmh. C'est une culture très différente et je déteste les gens qui viennent de n'importe quel pays, qui viennent pour critiquer et qui acceptent pas que ça soit différent. Et c'est le plus gros problème, je pense, aux expatriés qui viennent s'installer. «Ah, mais pourquoi c'est comme ça? Ah, mais pourquoi ils disent pas les choses en face à face? Ah, mais ci, ah, mais ça». C'est différent, acceptons-le, embrassons-le et tout ira bien. Et une fois que tu acceptes ça, tu n'auras aucun problème. Donc, pour moi, la langue n'est pas le gros problème, c'est vraiment d'accepter cette différence de culture. OK. Intéressant. Pour en revenir Dali sur, le moi j'avais une dernière question par rapport, alors j'en ai pas qu'une d'ailleurs, j'en ai une petite deuxième après, mais par rapport aux gens, donc à tes employés. Est-ce Mmh. que en Chine, tu peux globalement te séparer d'un employé assez facilement ou est-ce que, les choses sont, contraignantes de ce côté-là? Si jamais, tu as besoin de virer quelqu'un grosso modo, est-ce que tu peux le faire, quoi? Alors, heu, on va dire c'est moins contraignant que la France.
mais il y a quand même des procédures. Donc, voilà, il y a quand même aussi un côté prud'homme et tout ça. OK. Donc, si bien sûr, c'est une faute lourde ou faute grave, oui, tu peux t'en séparer Mmh. en apportant des preuves. Si tu veux te séparer d'une personne parce qu'elle n'atteint pas ses objectifs, donc là, il faut que tu fasses donc ce qu'on appelle du PAP, donc faut que tu fasses des réunions face à face avec les RH où tu dois dire qu'il faut s'améliorer dans les 3 prochains mois, sinon on va devoir se séparer. Mmh. Donc voilà, on doit prévenir et lorsqu'on se sépare, on doit fournir 1 mois de salaire s'il est resté 1 an, 2 mois de salaire s'il est resté 2 ans et cetera. Donc se séparer, c'est moins compliqué et puis en général, si tu veux, dans la culture chinoise, on va pas aller vers ce genre de conflit. Donc on va Mmh. s'arranger et on va avancer. Tu as rarement des gens qui vont aller au prud'homme parce que Mmh. c'est beaucoup de travail et ça donne un peu une mauvaise image. Surtout si la personne a un contrôle de ref et que l'ancienne entreprise dit: «Ouais, mais ça s'est mal fini». Mmh. Donc je dirais que c'est moins compliqué, mais c'est pas, «Bon, OK. bah, j'ai plus envie que tu sois là, tu es plus là». Non. Donc voilà, il y a des règles, il y a des lois et je pense que c'est assez correct pour les 2 parties. Pour moi, ça m'embête pas de, bon, bah, donner une petite compensation si on doit s'arrêter et à côté, ce que j'aime bien, c'est la rapidité et pas besoin de faire trop de documents. Donc les RH, OK. ils font un document, bon, bah, de fin de travail, ils signent contre une compensation. C'est fini, on n'en parle plus et je vais te dire une chose aussi, Arthur, c'est que en Chine, les gens ont droit au chômage, mais ils n'aiment pas le prendre parce que c'est une honte. OK. Donc ça, c'est voilà, pour remettre de l'eau. Donc Dans le moulin. si voilà, si tu veux, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'en Chine, tu as droit au chômage, tu as droit d'avoir une petite rémunération, une petite aide, mais les Chinois ne veulent pas le prendre parce que c'est une honte. Pour eux, c'est vraiment, si tu es dans la capacité de travailler que tu vas peut-être utiliser cette aide. Sinon, soit tu arrêtes de Mmh. travailler et tu fais autre chose, soit, tu recherches vite un travail ou voilà, tu vas en vacances. Mmh. Pour en arriver à des niveaux de chiffre d'affaires, que sont les tiens aujourd'hui, je sais plus si tu nous l'as dit, combien tu embauchais de personnes aujourd'hui en tout, Dali, sur tes 2 entreprises? Alors, pour Ecorin, je suis à peu près à 120 salariés parce que j'ai beaucoup d'ouvriers pour le coup, pour l'usine, OK. enfin beaucoup moins qu'avant et pour, l'alimentaire, j'ai qu'une quarantaine de personnes. OK, ça marche. Voilà. Est-ce que tu cherches, dans, les éléments importants de ton entreprise, comment est-ce que tu recrutes? Dans le sens, est-ce que tu vas vraiment essayer d'aller chercher ce qu'on appelle des A players, donc des gens qui sont particulièrement bons dans leur domaine? Est-ce que tu préfères, former, par exemple, sur place avec tes process, tes méthodes de travail et enfin, quelle est ton approche de recrutement, aujourd'hui? Alors, j'essaie d'aller dans les 2 sens, mais je te dirais que les A players m'ont tellement déçu, parce qu'ils arrivent toujours avec plein de promesses et j'ai déjà des réseaux, j'ai déjà des clients, puis quand je vais arriver, ça va être facile. Et où aujourd'hui, bah, c'est eux qui ramènent le moins, parce que je pense qu'ils ont cette surconfiance et qu'ils Mmh. n'aiment pas trop écouter les critiques ou les commentaires constructifs pour pouvoir s'améliorer. Ils ont cette fierté. Donc moi, j'embauche surtout les gens qui ont la bonne mentalité, le mindset, comme on dit. Vraiment la mentalité de réussir, de gagner plus et de vouloir aller loin. C'est ce qui me plaît le plus chez les OK. gens. Donc j'ai beaucoup de femmes qui travaillent chez nous. J'ai des étrangers. Donc en Chine, c'est ce qu'on dit à des étrangers, mais je veux dire, j'ai des Français, des gens des Balkans, j'ai des gens d'Amérique latine, donc voilà, j'ai un peu, un mix, dans mon bureau, ce qui est génial, mais si tu veux, je fais vraiment plus attention à la mentalité. Après, nous, on s'occupe vraiment de beaucoup former. J'aime bien y apporter ma touche, j'aime bien former avec l'expérience. C'est-à-dire qu'on sait ce qui fonctionne et donc on leur dit: «C'est ce qui fonctionne, c'est ce qui nous a aidé à avoir tel et tel client, appliquez ça pour vous-même». Donc j'aime pas de donner des théories un peu n'importe comment, j'aime bien parler de concret et c'est ce Mmh. qui est important dans les formations ou même quand on parle de choses en ligne, je pense. Donc c'est pour ça que j'aime prendre des gens un peu motivés, peut-être pas bah, junior ou senior, mais voilà, un peu de tout. Du moment que le mindset et la mentalité est bonne, je pense qu'on peut aller loin. Et dans la continuité, j'aime aussi prendre des gens qui ont, des envies d'entreprendre parce que je privilégie l'intrapreneuriat.
J'aime bien Ouais. aussi monter de nouvelles structures à des gens qui nous rejoignent et qui disent: «Bon, bah, écoute, moi je suis bon dans ça». Par exemple, j'ai aujourd'hui, un ingénieur qui veut peut-être monter une structure de projet et tout et j'ai dit: «Bon, bah, écoute, on va essayer de monter un truc avec toi, où on va tous être partenaires». Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup. C'est d'avoir Mmh. des intrapreneurs dans ma boîte pour les aider à propulser leur envie, leurs idées pour aller loin. Et Je comme je ça rebond je rebondis voilà. tout de suite là-dessus, Dali. Comment est-ce que tu structures ce genre de projet? C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un en interne qui est intéressé pour entreprendre, Mmh. comment est-ce que toi tu te positionnes? Est-ce que tu prends des parts de son entreprise? Qu'est-ce que tu lui promets en l'accompagnant dans son entreprise? Est-ce que tu te mets en minoritaire parce que tu sais que c'est quelqu'un qui va être focus non-stop sur la boîte? Comment tu fais exactement pour ça? Je passe déjà par l'évaluation. Donc si c'est une personne qui travaille bien avec moi, qui est sérieux et qui est responsable, Mmh. là oui, je m'engage parce que l'idée c'est bien, mais mettre l'activité en Mmh. place, c'est le plus important. Donc déjà, je vais voir comment il travaille avec moi au sein de mon entreprise. Si je vois qu'il est très investi, très engagé, je sais qu'il le sera pour l'autre entité. Donc déjà, j'évalue ce côté-là parce que c'est important que quand tu crées une nouvelle entreprise, qu'il ne compte pas que sur moi pour gérer les choses parce que ça ne m'intéressera pas. Moi, au contraire, là, pour le coup, moi, j'aimerais être minoritaire. Bah, ouais. Plus pour amener la connaissance, peut-être un peu de fonds, les matériaux, et etc. Donc, j'aimerais plus me positionner dans ce sens-là. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la personne qui est responsable au sein de mon entreprise, donc EcoGreen Energy, pour faire le travail qu'il fait d'habitude et en même temps qu'il commence ce projet et puis s'il sent qu'il devra plus se positionner sur ce nouveau projet, bah, qu'il mette quelqu'un d'autre en place pour l'aider parce qu'il ne pourra pas travailler, 100 heures par jour. Donc bien sûr, c'est de cette façon. Après, moi, ce qui me plaît, c'est de mettre en place une stratégie, des objectifs, des KPI. Faut qu'il y ait aussi ce côté, on va dire, stressant et en même temps, excitant. Il faut tout le temps, bon, bah, ce mois-ci, au mois de décembre, il faut atteindre tel objectif. Au mois de janvier, tel objectif. Le calendrier, pour moi, c'est ce qui compte le plus et à partir de là, on pourra bien structurer et comme je l'ai déjà dit, peu importe la part, ça c'est pas ça ce qui m'intéresse, c'est que ça aboutisse et qu'il y ait du résultat positif. OK. Anto? Ouais, c'est quoi le salaire moyen en Chine, par exemple dans tes usines? Alors, très bonne question. Ce qui est important, c'est de savoir comme en France, je pense que, le travail manuel commence à être, de plus en Mmh. plus valorisé et plus cher que ce qu'on croit. Alors moi, dans mon usine, une travailleuse peut gagner environ 1 000 à 1 400 €. Ah ouais, OK. Ah voilà. Et c'est quoi le coût de la vie à peu près, Ouais, voilà aussi, ouais. par exemple, un loyer, ça coûte combien en Chine? Un Alors, loyer heu, d'un petit appart, un T2, tu vois, rentable, alors pareil, je vais te parler de villes, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Ah ouais. Donc par exemple à Shanghai, si tu veux un 100 carrés en plein centre, ça sera entre 1 600 et 2 000 €. C'est pas énorme, je trouve. Voilà. Parce qu'à Paris, un 100 m² dans Paris, tu tapes plus Alors, les 3 000 4 000, hein, si tu un truc Mmh. correct. donc voilà. Bon, en plus, bon, récemment aussi, l'immobilier s'est un peu cassé la gueule, en Chine, Mmh. donc peut-être que ça joue. En tier 3, la ville où j'ai mon usine, à partir de 300 €, tu peux Ah avoir un ouais. appart de 100 carrés. Ah ouais, OK. Ah ouais, d'accord. 100 kilomètres de différence. Ouais, OK. Mmh. Et après le coût de la vie, tu vois, je me rends pas compte, mais sur des trucs, basiques, Alors, de la France, je sais pas, combien ça te coûte ta voiture, toi, l'essence, un truc comme ça, dans une ville comme Shanghai, c'est dur d'avoir une voiture parce qu'il faut payer les parkings partout et tout. Donc Ah moi, ouais. j'ai laissé ma voiture, à l'usine. Donc je me déplace en vélo, en métro et en bon, bah, on a le Didi qui est le Uber en France, Mmh. et c'est vraiment pas cher. Pour le coup, pour faire, 3 kilomètres en Didi, c'est, 1,60 €. Ah oui, d'accord. OK. Voilà. Ouais. Bon, bah, le vélo, soit tu prends un Vélib, et c'est pareil, 10 minutes, c'est peut-être, 50 centimes et bon, le métro, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment pas cher. C'est, allez, 50 centimes pour faire une dizaine de stations. OK. Donc dans le transport, c'est ça. La nourriture, tu peux avoir de tout. Donc tu as un budget à partir de 3 € à 20 € livré. Après ce qui est génial en Chine, c'est la facilité.
tu as tout en ligne, tu peux te faire livrer tes médicaments, ta Mmh. nourriture, tu as besoin d'une clé USB, tu te la fais livrer le jour C'est même, avec WeChat, c que tu fais quasi alors tout, c'est ça? tu as WeChat et tu as Alipay, donc tu as les Ah 2 ouais, qui sont en concurrence. OK. Donc Ponyma et Jack Ma, donc les 2 fondateurs c'est vrai que c'est génial. Tu as vraiment tout à portée de main. Mais vraiment, hein. La dernière fois, j'avais un problème de serrure, j'ai envoyé un message, le mec est venu en 20 minutes. Donc c'est ça, puis tu sais, tu as le côté en France où tu dois attendre que le réparateur vienne, où tu vas poser ta journée de travail. Ouais, Bah, là, tu peux le faire venir avant d'aller au travail ou en rentrant du travail. Donc c'est un peu cette facilité, c'est ce que je dis toujours, aux entrepreneurs de France qui me posent des questions. Je dis: «L'avantage de la Chine, c'est pouvoir se focaliser sur son travail ouais. et pas être perturbé par ce genre de choses» Mmh. et en plus de ça, tu as la sécurité. Donc c'est bien de sortir. Bon, parfois, moi, je finis à 20h30, le boulot 21h. Tu sors le soir, personne va t'embêter, que tu sois un homme ou une femme. Donc c'est ça, c'est la liberté de se focaliser sur soi-même et sur son entreprise et c'est ça que j'adore, en fait. Ouais. Ouais, bah, c'est un comme tu l'as dit au début, je pense que c'est un pays de travailleurs, donc tout est mis en place pour pouvoir, travailler sereinement, quoi. Exactement, OK. exactement. J'ai encore une petite question, moi, de mon côté, Dali, sur, la relation que tu as aujourd'hui avec ton équipe ou même une partie de ton équipe avec laquelle tu es peut-être, un peu plus proche ou peut-être dans les mêmes bureaux et cetera. Nous, ça a été un vrai sujet, à un moment où on a embauché, sur une précédente boîte, la proximité avec son équipe. Tu vois? Est-ce que par exemple, peut-être qu'en Chine d'ailleurs de base, c'est, le vouvoiement, tu vois? Tu vouvoies ton Mmh. équipe, ils te vouvoient en retour pour mettre une certaine distance. Est-ce qu'au contraire, tu es, très proche et très familier avec ton équipe? Enfin, tu vois, en termes de proximité, moi, c'est un sujet qui généralement m'intéresse pas mal, mais j'imagine qu'encore une fois, les mœurs et la culture font que la réponse sera pas forcément, Mmh. applicable pour quelqu'un qui a les mêmes problématiques en France, mais Alors, si tu veux, encore une fois, tu as plusieurs typologies. La typologie des Chinois un peu plus anciens, on va dire, qui ont plus de 35 ans, donc matures, on va dire, pas anciens, mmh, ils aiment avoir ce respect avec le directeur et ils sont un peu inclus dans la vie. Donc c'est-à-dire que quand il y a des anniversaires, on s'offre des cadeaux, quand il y a un décès, bon, on offre des fleurs, quand il y a un mariage, pareil, on célèbre ensemble et on est constamment, invités dans les mariages de nos employés. OK. Quoique récemment le taux de mariage a diminué, donc j'ai pas eu d'invitation pendant longtemps. Mais oui, je suis allé presque à tous les mariages de mes employés. Donc c'est assez sympa. Donc il y a cette proximité. Moi, j'ai des employés qui sont avec moi depuis plus de 15 ans quand même. OK. Donc c'est que je suis pas si mauvais que ça et donc non, on a cette proximité avec, on va dire, les gens d'une certaine ancienneté et ou mature, on va dire, qui avec qui, voilà, il y a ce respect avec le directeur et les employés ou même on fait des repas de fin d'année où tout le monde ramène leurs enfants, donc on se déguise en Père Noël et on Mmh. donne des cadeaux aux enfants. Donc on essaie vraiment de voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'en Chine, ils savent faire ce partage. Donc c'est-à-dire que tu peux Mmh. dîner la veille, avec ton employé, le lendemain, tu peux lui crier dessus, pas lui crier, mais avoir une Ouais, discussion ouais. stricte en disant: «Merde, tu as abusé sur les chiffres là, faudrait que tu te remettes un peu en question, comment mieux obtenir des ventes». La génération nouvelle, elle essaie vraiment, moins de s'impliquer. Donc ils veulent pas trop avoir de proximité. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils apprécient plus le dialogue direct. Tu as moins cette langue de bois que tu avais avant, en Asie, Mmh. où les gens n'osaient pas dire, ça allait pas en direct en disant, bon, il fallait un peu faire une longue histoire avant de dire: «Bon, bah, ça va pas». Aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent et je le vois parce que ma RH, des fois, elle a du mal à parler à certains de mes employés parce qu'elle, elle a 40 ans, donc elle aime bien faire des discours en direct, alors que mes employés sont là: Ouais, s'il te plaît, Dali, vraiment dis-nous ce que tu attends parce que l'autre, je comprends pas, elle me fait tout un speech. Dis-moi juste ce qui va pas et ce que je dois améliorer et puis qu'on avance». Donc c'est ce que j'admire, avec cette nouvelle génération, c'est qu'ils veulent du direct. Donc moi, j'adore ça parce que j'aime j'aime être direct et j'aime pas perdre mon temps pour des dialogues un Mmh. peu, sans queue ni tête. Donc c'est ce que je vois. La proximité,
elle est là et pas là en même temps. Donc, eux, ça leur fait plaisir quand tu leur demandes comment ça va, qu'est-ce que tu as fait ce Mmh. week-end, comment avancer, mais ça s'arrête à là, voilà. Ils vont OK. pas essayer d'en savoir plus et alors le côté tutoiement, vouvoiement, moi j'applique les 2. J'applique les 2 parce qu'avec certains, je pense que si tu es trop sur le tutoiement, ils prennent trop leurs aises. Mmh. Et avec d'autres, le vouvoiement fonctionne mieux parce que je leur dis: «Voilà, dès qu'on atteindra un certain seuil de résultats et de confiance, on pourra aller sur le tutoiement». Donc, il y a une certaine méritocratie à aller plus loin dans notre relation. Mmh. OK, intéressant. Anto. Ouais, j'ai plus de questions. OK. Moi alors j'en ai une. Est-ce que tu travailles beaucoup avec les États-Unis? Oui, je travaille avec les États-Unis. À Alors que surtout à avec q l'agroalimentaire, parce OK. que le solaire est taxé à 3 500. J'allais te Wow! dire, j'allais te dire justement à quel point tu es touché par, les tarifs actuellement qui sont mis un petit peu dans tous les sens. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a impacté cette année? Est-ce que, bah, pour ta boîte, ça a été un coup dur ou est-ce qu'au final, avec le fait que tu bosses aussi avec d'autres pays, tu vois, dont la France où tu es à 20 de CA avec la France, par exemple, est-ce que tu vois, ça compense? À quel point, en tout cas, cette histoire de tarifs, c'est compliqué à gérer pour toi? Alors, c'est compliqué d'une façon générale, pas que pour moi directement, mais quand tu vois, tu as des usines, en Chine, par exemple pour l'agroalimentaire qui travaille beaucoup avec les États-Unis, et il y en a qui ont dû fermer. Ah ouais. Donc voilà. Moi, j'ai pas réellement, j'ai pas cette affinité à travailler avec les États-Unis parce que lorsque je travaille avec eux, c'est des gens qui te regardent beaucoup de haut et ils ont quand même cette mauvaise image de la France, bon à cause de du passé qu'on a pu avoir, mais c'est vrai que travailler avec les États-Unis, c'est un peu dur, c'est un peu une culture différente. Bon, je fais toujours de l'agroalimentaire avec eux et tout se passe plutôt bien. Ils ont essayé d'impacter l'agroalimentaire, sauf que le foyer pauvre aux États-Unis a besoin d'agroalimentaire venant de Chine. Parce OK. qu'ils n'ont pas les moyens de se payer voilà, des produits de luxe ou des produits locaux. Donc, ils se sont un peu fait mal en faisant ça. Ils ont fait mal à leur population et je pense que là, ils se sont repris à plusieurs fois pour l'agroalimentaire. Le solaire, oui, c'est un peu chiant, mais je suis en train de travailler sur une alternative. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise décision, peut-être que vous allez me dire aussi, mais je suis en train de réfléchir à faire monter une usine en France. Et comme la France n'est pas impactée par ces taxes ou par ces tarifs, il y aura possibilité aussi d'exporter aux États-Unis, mais aussi surtout de vendre en France et de faire partie des appels d'offres en France et en Europe. Parce qu'il y a la politique, NZIA et France 2030. Donc dans ce cadre, je pense que faire venir une usine, en France sera peut-être une bonne idée aussi, mais peut-être que vous allez avoir votre opinion dessus et et voilà Ah, mais en tout cas, ça suscite de l'intérêt. en vrai, moi j'ai l'opinion, quand tu vois par exemple Ledger, ils sont encore en France, mais quand tu écoutes, Éric Larchevêque qui parle, tu te rends compte Mmh, qu'être en France, c'est pas si simple. Là, tu as par exemple, Brandt qui vient de couler en France, tu vois? Tu as plein de exactement. boîtes on en parlait par exemple avant, les charges salariales et tout, c'est très cher. Moi après, je trouve ça honorable de vouloir, venir, faire Mmh, des projets en France parce que, bah, ça reste notre pays et que c'est cool quand tu as des entrepreneurs qui veulent faire des choses. C'est juste que tu joues un peu en mode difficile avec ne serait-ce que d'autres pays d'Europe qui sont en Europe, donc qui ont, également le droit d'exporter au même titre que n'importe quel pays d'Europe. Je veux mmh, dire, tu vas te caler, Portugal, en ils au aiment bien ça. au Portugal, mais même, en Pologne, tu vois? Des pays de l'Est, qu'importe et du mmh, coup, bah, tu te feras moins fracasser. C'est triste à dire, tu vois? Parce que quand tu es français, tu te dis: «Bah, j'aimerais pouvoir faire en France», mais au final, tu ne serait-ce que dans l'Europe, donc avec les mêmes avantages que tu as en étant dans l'Europe, au final, ça se trouve, ça serait plus simple, quoi. Mais c'est toujours des questions difficiles parce que tu vois, ça revient à ce truc, très, chauvin de se dire, bah, tu es français, tu as envie de faire un truc en France, quoi. C'est juste que tu te dis, «Je joue en mode difficile», du coup. exactement. Je cherche des problèmes. Donc Voilà, mais après si t'aimes bien les problèmes, c'est cool.
Non, mais tu Mmh. vois, moi j'aime bien, bah, c'est vrai que je suis un peu d'accord sur, Éric Larchevêque aussi et sur le fait qu'on ait pris la tête à Bernard Arnault récemment alors que bon, il Ouais. a redonné cette image de la France forte, qualité, luxe et qu'on lui prend la tête. Je trouve ça regrettable. C'est vrai que c'est ce genre de choses qui me fait un peu peur, mais je me dis, est-ce qu'un peu de d'industrialisation, ça ferait pas de mal? Surtout sur de la Ah bah, ce serait même tu très sais, positif. Enfin, ça fait de l'emploi et tout. On peut que remercier ça, tu vois? mais c'est surtout qu'on est dépendant de l'Asie et tu vois, on a prouvé pendant le covid qu'on était dépendant de l'Asie avec les masques et on était un peu tous, dans une mauvaise situation. Donc c'est vrai, moi, ce qui me fait peur, c'est d'être dépendant des autres et c'est Ouais. vrai que mon idée, c'était de dire: «Soyons un peu indépendants et ayons notre propre, production pour pouvoir assurer nos arrières ou vraiment aller dans le ce qu'ils appellent, dans le bas carbone en France et pour pouvoir offrir des énergies vertes». Après, il y a Donc sans doute des choses voilà. à faire parce que comme tu dis, avec, les projets, enfin, par rapport aux années à venir et ainsi de suite, il y a des choses qui sont faites. C'est juste bon, Mmh. comment ça sera fait et tout, tu vois? C'est compliqué. Parce que toi, du coup, tu serais partant pour, venir monter une usine en France, du coup? Genre ça fait Bah, en fait partie des plans possibles? quand tu t'en rends compte aujourd'hui, Franck, tu connais combien de personnes, français vivant en Chine qui a déjà monté une usine dans le solaire? Bon bah 0, hein. Bah Bah, si, une Une maintenant. maintenant. une maintenant, voilà, Voilà, voilà. Donc le but, ce serait d'être la personne qui ouais, revient, qui ramènerait donc la technologie qui maintenant vient de Chine. oui, Elle vient pas d'ailleurs, elle vient de Chine et l'installer en France avec ce concept qui a été déjà mis en place en Chine. Moi, le mmh, problème, c'est que je vois aujourd'hui, il y a des entreprises qui essaient de se lancer dans le solaire, mais ils veulent faire un truc français. Enfin, on peut pas. C'est la Chine qui domine le monde dans cette technologie et dans cette production. C'est ce qu'il faut ramener en France. Et donc, je sais comment faire. J'ai les outils, j'ai les machines, j'ai le savoir-faire, j'ai même les employés qui pourront venir former ouais, pour aller vite et lancer vite une production. Donc, c'est vrai que c'est un plan qui me tient à cœur. Alors, ça me tient à cœur, mais factuellement, je pense aussi qu'on aura accès aux appels d'offres en France et en Europe, qu'on pourra aussi avoir du made in France à ouais. 200%, ce qui aussi plaît, au consommateur final et bien sûr, pourquoi pas, ouvrir d'autres marchés qui aujourd'hui sont fermés à la Chine, Ouais. tels que les États-Unis. OK. Ouais, ouais. OK. Donc voilà, sur le côté, fiabilité du projet, oui, ça peut être bien, mais sur le côté, comme tu dis, charge et tout, comme Éric Larchevêque le dit et comme Bernard Arnault le dit, c'est vrai que c'est des questions en suspens. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on les écoute pas assez, alors que, ça pourrait être des bons leaders, pour des bonnes régulations ou des bonnes lois pour, Mmh. l'entrepreneuriat et les PME et TPE aussi. Et question du coup pour aller encore plus loin par rapport au fait de faire une usine quelque part. Mmh. Les États-Unis, c'est pas, quitte à attaquer, tu vois? Quitte à vouloir vendre aux États-Unis, pourquoi pas aller aux États-Unis direct? Je te pose cette question parce que j'écoute souvent, Richard Détente qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Grand Angle et qui a, Grand Angle Éco, Grand Angle, Mmh. Bitcoin, ainsi de suite et qui Mmh. lui est parti et qui a une usine. Alors, je sais plus s'il fait de l'électricité ou du HPC, mais bref, les 2 étant assez, étroitement Mmh. liés, et lui, il s'est installé au Texas et apparemment, ils sont, vraiment, hyper, heu Il est plus en Suisse, lui, et en fait, il est en Suisse, mais il a une énorme, mais il a une boîte usine là-bas. qui est en construction au OK. Texas. Enfin non, qui est déjà avancée, je crois, qui est déjà lancée. Je sais plus exactement où est-ce qu'il en est dans le projet, mais en gros, les États-Unis, c'est un marché qui est énorme, avec leurs propres règles et tout, et le fait d'être installé directement aux États-Unis te permet d'attaquer ce marché beaucoup plus facilement. Toi, c'est quelque chose qui, à un moment, t'a fait un peu tilt, tu t'es dit: «Ouais, ça serait stylé quand même» ou pas tant au final? Alors, pas tant, puis j'ai vu des concurrents qui ont essayé de s'installer ou qui s'y sont installés et qui ont perdu beaucoup d'argent. Ah ouais? OK. Heu, Parce qu'il y avait pas cette, mentalité de bon travail. Ils ont eu des manifestations, dès les premiers mois. Ah ouais, OK. Bon, je suis pas à l'abri de ça non plus en France, mais, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de problèmes et c'est surtout que, hem, Mais tu sais où est-ce qu'ils étaient, aux États-Unis ou pas? Dans alors quel je me coin? Parce que tu vois, typiquement, tu rappelle me dis, plus, ils sont, côté, Californie, j'imagine bien les gens faire des ouais. manifestations devant l'usine. Tu es au milieu du Texas, je pense que c'est pas le même délire, tu vois?
Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc non, mais après moi, c'est comme je voulais me rapprocher de mon pays d'origine, moi je Ouais, voulais revenir en France, ouais, c'était ouais, je aussi pour comprends. ça. OK, C'est que culturellement, je m'y retrouve plus. ouais. Certes, on a des contraintes et voilà, mais on a quand même un pays magnifique. Voilà, on a des entrepreneurs, même comme vous, qui lançaient des projets qui sont intéressants, donc j'aime bien cette mentalité, tu vois? Ouais, Et c'est vrai heu, que voilà, ça aurait été pour moi, une victoire. De ouais. revenir, de Mmh. réindustrialiser avec, quelque chose d'innovant et quelque chose dont on a besoin parce que c'est pas un luxe, hein, de Mmh. faire du solaire et du stockage. Mais voilà, c'est d'arriver avec un projet et ma récompense finale, on dirait, dans ma carrière, c'est pourquoi pas monter, une usine de production en France et innover encore plus et faire rayonner la France à travers autre chose. Franchement, je te le souhaite, hein. C'est très Merci honorable. Si beaucoup. tu le fais, franchement, Ouais. c'est super honorable, hein. Merci beaucoup. Faut les reins solides pour le faire. Tu me rassures, c'est bien. Toujours, c'est important. Est-ce que tu Moi, vas-y, vas-y, moi, j'en ai une, ouais. C'est pour remettre un peu de contexte, même si, je crois qu'on en a parlé au début, mais tu es, fils de parents immigrés, tu as grandi en quartier, défavorisé en région parisienne. Tout à fait. Hem, Est-ce que tu considères que ce cadre social a été un désavantage ou un avantage pour ton parcours entrepreneurial qui est arrivé, plus tard? Je pense que ça a été, alors pour moi, en tout cas, ça a été un avantage parce que, ça m'a donné la niaque. Comme tout était assez difficile à l'époque, comme tu disais, parents immigrés, donc mon père, travaillait à 2 emplois différents pour pouvoir subvenir à nos besoins, ma mère aussi. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué et où bon, bah, tu avais qu'une paire de baskets par an, tu avais 3-4 pulls pour l'année et voilà. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui te dit: «Bon, bah, si je veux plus, je dois réussir». Et mon père a toujours eu cette mentalité en me disant: «Mon fils, tu fais ce que tu veux, mais sois le meilleur. Si tu veux être plombier, sois le meilleur plombier. Si tu veux être garagiste, sois le meilleur. Si tu veux être Mmh. dentiste», et cetera. Donc je me suis toujours dit: «Tout ce que j'allais faire, je devais le faire à 200%». Et c'est vrai que cette, situation que j'avais à l'époque, qui était difficile dans des ZEP, lycées où il y a eu pas mal de problèmes, où il y a eu, bon, bah, Mmh. des histoires de drogue, des histoires de meurtres même, malheureusement. Ça te dit: «Putain, j'ai plus envie de vivre là, quoi. Mmh. J'ai envie de réussir, j'ai envie d'aller loin» et d'ailleurs, je connais d'autres personnes qui sont venues de mon même lycée, qui aujourd'hui ont très bien réussi Mmh. et c'est pour ça que alors, je te dirais, il faut pas ça pour réussir forcément, mais alors après ce qui compte, je vais te dire Arthur, c'est ta vision. Est-ce que tu vas voir ça comme le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Est-ce que ça va te donner l'envie de réussir et d'aller loin? Ou est-ce que tu vas te mettre, dans un persona où je vais me plaindre: «Oh, toute ma vie ça a été difficile. Oh, il faut m'aider». Donc ça dépend aussi de ton caractère. Est-ce que face à un problème, tu vas essayer de solutionner ou tu vas juste te plaindre et rester sur place en te disant: «Comme j'ai une vie difficile, bah, pour moi, c'est normal que ça soit difficile toute ma vie». Est-ce Donc que tu as des enfants, Dali? j'en ai 2, oui. Et comment tu fais? Ça, c'est la question très connexe, hein, Ouais. mais c'est comment tu fais, du coup, en tant que papa, qui Oui. aujourd'hui, j'imagine, est en capacité et doit offrir une vie qui, sur le papier en tout cas, est plus confortable, sans doute beaucoup plus confortable que celle que toi tu as eu enfant. Mmh. Comment tu fais pour malgré tout transmettre ces valeurs et est-ce que tu penses parce que, moi je suis assez raccord et je sais qu'Anthony et Franck partagent mon point de vue là-dessus, sur ce que tu viens de dire et je pense que le fait d'avoir certaines frustrations, le fait d'avoir tu vois de que les choses soient pas justement, tombent pas tout cuit dans la bouche, ça fait souvent des jolis profils, d'entrepreneurs ou des jolis profils des jolies carrières, des jolis, enfin finalement, le négatif amène quelque chose de positif par la suite et moi-même, en tant que papa aujourd'hui, j'ai ce questionnement un peu redondant et c'est quelque chose dont je parle pas mal avec mes amis papas, c'est comment est-ce que tu fais pour à la fois apporter un confort de vie, quelque chose, tu vois? Et à la fois, Apporter la est-ce niaque. que, ouais, est-ce que cette niaque-là, elle va quand même exister, chez nos enfants? Enfin, tu vois, comment est-ce que toi tu appréhendes les choses? C'est vrai que c'est très difficile d'offrir ce confort et de transmettre les valeurs. Moi, je pars du principe de méritocratie.
Donc c'est vrai que j'essaie d'impliquer la méritocratie. Si je veux ça, faut faire ci. Alors, moi, j'ai de la chance de pouvoir les amener à l'usine et de voir: «Tu vois mon fils, le travail d'ouvrier, ce que c'est». Et Mmh. d'aller leur montrer à chaque fois, voilà comment ils travaillent, voilà et de parler. Je pense que, en tout cas à mon sens, le dialogue est important. Papa, il a dû faire ça, papa, il travaille. Eux le ressentent beaucoup malheureusement parce que je suis très absent à la maison. Donc ils le voient et je leur explique: «Désolé, mais papa, il a telle réunion, papa, il doit voir un client». Donc j'essaie d'expliquer, de comprendre et des fois ils me disent: «Papa, on préférerait avoir moi, mais que tu sois à la maison». Donc c'est vrai, c'est dur, d'entendre ces paroles-là des Mmh. enfants. Mais comme je leur explique et je leur dis tout le temps que c'est du travail et que c'est dur et que le sacrifice, c'est aussi pour leur offrir une vie un peu plus confortable, ils le voient. Maintenant, c'est vrai que parfois, ils ont ce luxe à se dire: «Bon allez, on peut aller au restaurant ce soir» et moi à l'époque, je faisais un restaurant par an quoi et mon restaurant, c'était le Flunch, hein. Donc sans vouloir faire de pub. Mais vraiment, c'était ça. Donc, c'est vrai que c'est dur et c'est vrai que, je pense aussi, moi, mon but, c'est, quand ils atteignent un âge vers 13-14 ans, c'est de les emmener aussi avec moi, peut-être faire un salon, peut-être rencontrer des clients, peut-être aussi visiter des usines pour leur montrer un peu ça. C'est je pense qu'il faut faire goûter la vie aux enfants et de pas les surprotéger. C'est vraiment, vraiment important, tu vois? J'ai eu, il y a 3 ans, on est allé au Cambodge et quand tu es près des plages la nuit, que tu manges au restaurant, tu as les petits 3-4 ans qui portent des paniers sur leur tête avec des fruits à vendre et mon fils s'est mis à pleurer parce que je lui disais: «Non, mais tu sais que tu as une belle vie, regarde eux» et là, il les regarde et il commence à pleurer en disant: «Ah, mais c'est vrai que c'est dur et tout». Donc je pense qu'il faut pas leur cacher la vérité. C'est le problème peut-être que beaucoup de parents font, c'est ils surprotègent leur enfant à Mmh. jamais leur montrer ce qui se passe ailleurs et voir ce qui se passe ailleurs peut te remettre les idées en place. Tu serais, Donc tu serais ouais. partisan pour un de tes enfants de le faire bosser, 2 semaines l'été, dans une usine, tu vois? Dans une de tes usines? En gros À pour 300. ouais, c'est ça, comme ça À il voit ce que c'est. 300. Ouais. Ah mais bien sûr, mais bien sûr. C'est ce qui se perd et tu le vois même aujourd'hui. Tu as les gens qui comprennent plus la valeur du travail et qui comprennent plus que c'est grâce au travail que tu réussis et encore une fois, il faut le faire avec le kiff, le travail. Il faut vraiment adorer ce qu'on fait, et encore tu as cette tristesse. Moi, j'entends des fois des gens dans des boîtes: «Ah, je suis sorti du boulot, enfin je vais vivre». Je dis: «Mais qu'est-ce que tu es con! La vie, c'est du début, c'est quand tu te réveilles. Si tu aimes pas ton boulot, change ton boulot, mais aime ce que tu fais. La vie, c'est pas après le travail. Après le travail, c'est peut-être, plus relax, mais c'est bien de kiffer ce que tu aimes. C'est de kiffer ce que tu fais. C'est bien d'être à fond dans ce que tu fais et pas d'aller à reculons. Moi, je me lève tous les matins à 6h30, mais j'adore. Tu vois? Il y a aucun moment où je me suis dit: «Putain, fait chier d'aller à l'entreprise, quoi». Donc c'est ça qui est important. Donc c'est vrai que donner cette valeur à travers donc l'expérience tout. Moi, c'est vrai que j'ai aidé mes parents parce que mes parents faisaient un peu de couture. Donc moi, je faisais le repassage à partir de 14 ans. Donc je repassais les vestes et tout et c'est vrai, j'ai goûté au travail, j'ai trouvé ça remarquable. Donc c'était fatigant et tout, mais c'est vrai que j'ai fait attention à la valeur de l'argent et à la valeur du temps. Donc partager les expériences, même je dirais à 13-14 ans, bon pas physique, mais ça peut être, je sais pas, faire, aider au bureau, aider à ranger des dossiers et voir ce qui s'y passe. Peut Mmh. aussi leur faire comprendre que voilà, le travail c'est pas si facile et que c'est important de bien étudier à l'école et d'apprendre plein de choses. Et tiens, marrant que tu en parles, de bien étudier à l'école parce que du coup, pour toi, tu as quand même fait des études, tu as quand même fait du coup, de quoi aller faire ton stage, en Chine et tout, mais à quel point tu vois, par exemple, je sais pas, tu as ton enfant qui te dit à 18 ans, «En fait, j'ai pas envie de continuer mes études, je préfère monter une entreprise». Tu vois? Toi, en tant que père, comment tu réagis? Et en tant qu'entrepreneur, comment tu réagis aussi? Parce que je pense que tu as 2 trucs différents, tu vois? Tu vas avoir vraiment le côté un peu, où tu vas te dire: «Bon, bah, c'est quand même bien de faire des études», tu vois? Mais au final, on le sait quand même que l'entrepreneuriat, c'est quand même une belle école aussi, quoi. Bah, Franck, je te dirais, alors s'il veut faire, entrepreneur à 18 ans,
je serais quand même choqué même en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que moi je suis allé par différents échecs et réussites avant de pouvoir stabiliser et j'aimerais éviter ça à mon fils Ouais, ou à ma fille. J'aimerais leur faire éviter ça en leur disant: «Apprenez plus». J'ai rien contre l'entrepreneuriat, faut vous lancer, pourquoi pas, mais apprenez plus. Comme ça, vous allez économiser le temps. Tu vois, par exemple, moi, il y a des heures que j'aurais pu éviter, ça m'aurait fait économiser peut-être 5 ans, mmh, tu vois? Et beaucoup d'argent aussi. Donc c'est ce genre de choses, comme c'est mon enfant, bien sûr, j'aimerais qu'il fasse attention à ça et d'aller trop tôt, sur l'entrepreneuriat, pourquoi pas? Mais fais attention parce que mmh, il y a des choses que tu auras pas appris et que tu vas te louper, que tu vas perdre et c'est triste. Surtout que moi, j'ai perdu beaucoup d'années dans pas mal de choses. ouais. Donc c'est ce genre de choses que j'aimerais éviter. C'est OK. pour ça que Après, j'aimerais, oui, pour remettre, une petite pièce dans la machine, la différence, c'est que je pense tes enfants ont sans doute un système éducatif de qualité aussi et je parle pas forcément du système éducatif, scolaire. enfin, si je parle de la scolarité, disons que je parle de ma scolarité. Par exemple, dans ma scolarité, à partir du moment, enfin, avant le bac, à la limite, OK. Par contre, tout ce qu'il y a eu après, c'était éclaté, quoi. Mmh. Franchement, ça n'avait strictement aucun intérêt. J'ai vraiment de mon point de vue, j'ai pris 4 années de ma vie scolaire, hein, encore une fois, parce qu'il y a eu d'autres avantages, ces années-là, notamment la vie sociale et cetera, c'est Mmh. important aussi. Mais scolairement, c'était nul à chier, ça n'avait aucun intérêt, les écoles étaient nulles, j'ai payé ça, enfin mes parents en plus m'ont financé ça, ça n'a servi à rien. Alors que ce que j'ai fait, dans mon parcours entrepreneurial qui a commencé à peu près sur le même timing, là pour le coup, c'est de l'apprentissage pur et dur, c'est des compétences que je peux réutiliser au quotidien. Peut-être que ça aurait eu du sens si le système éducatif, si ce que j'apprenais était moins théorique, plus pratique et mieux. Et je pense qu'il y a plein d'écoles qui globalement offrent un apprentissage qui a du sens. Euh, mais je pense aussi que ça fait la grosse différence, hein, entre, et j'imagine que peut-être tes enfants sont à l'école internationale ou des choses comme ça, qu'ils apprennent plusieurs langues. Enfin bref, c'est aussi un autre système éducatif, quoi. Donc, disons que moi, j'entends ton discours, parce que je suis pour le coup assez à contre-courant. Je pense que si moi, demain, mon fils me dit Papa, je veux entreprendre, je lui dirais oui, et je ferai en sorte de lui donner un maximum les armes pour l'aider. Donc une forme de scolarité, par enfant, en Ouais, c'est fait. ça. Mais Bah, mais un pour apprentissage, parce que la Apprentissage, oui. scolarité, pour moi, c'est beaucoup de la flûte, quoi. Tu vois, c'est Ah oui, vraiment, oui. je l'ai vécu beaucoup, moi, comme un truc obligatoire. Ça m'a pas plu, quoi, en fait. Ma scolarité, elle m'a pas plu. Et encore une fois, aujourd'hui, quand je fais le point et je me dis: «Qu'est-ce que j'ai appris?» Le C'est théorème de compliqué, Pythagore. Le théorème de bah, ouais, mais voilà, par exemple, je saurais même pas te dire, tu vois, je sais plus ce que c'est, quoi, je m'en fous, en réalité. non, Et non, mais le nombre de trucs que j'ai appris comme ça, que j'ai oublié ou qui me servent à que dalle, c'est 99,9% de ma scolarité. Après, peut-être que je suis un peu biaisé, mais c'est un peu le sentiment que j'en ai, quoi. Donc, ouais. non, je pense que tu pas biaisé, tu as de l'expérience, c'est tout et en fait, crois-moi que eux, ils sont au lycée français de Shanghai, hein, c'est très, très Mmh. cher, mais ça a pas trop changé comparé à avant, hein. Mis à part que maintenant ils envoient les devoirs sur Pronote et tout ça. Mmh. Moi, j'aimais bien le côté cahier de texte, tu vois? Ça me rend triste que quand même, ils aient accès aux écrans à 9 ans et 11 ans, très jeunes quand même. Mmh. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu le combat que j'ai avec ma femme, c'est elle est trop pour la scolarité et moi je suis beaucoup sur qu'est-ce qu'on fait en dehors de la scolarité? Mmh. Donc moi j'aime bien par exemple, je pousse à aller au sport, à faire de la musique et même, j'essaie de voir, des cours d'intelligence artificielle, pour mon fils. Donc j'essaie de justement de développer tout ce qui est en dehors de la Mmh. scolarité normale. Dans ce sens, oui. Oui, c'est vrai que, si à 18 ans, après, il veut se former, pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut former. Après, comme tu dis, peut-être choisir des écoles où il y a des intervenants qui ont une boîte, pourquoi pas? Tu vois? C'est là Mmh. où je te rejoins, où peut-être, un système scolaire basique, bon, bah, voilà, pourquoi pas pour apprendre l'orthographe, l'histoire et les maths de Mmh. base, c'est bien. Mais après, si à 18 ans, il me dit: «Je vais être entrepreneur», je dirais peut-être: «Va te former, dans une école peut-être soit de commerce qui a des Mmh. intervenants, soit quelque chose comme ça». Mais faut vraiment aussi,
Comme tu dis, toi, c'est une formation que tu veux faire à ton fils au final. S'il veut se lancer à 18 ans, c'est dire: «Écoute, fiston, fais pas ci, fais pas ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça» et là, c'est vrai que c'est une sorte de formation que lui aurait dû payer une école. C'est vrai, en revenant sur ça, moi, quand je forme mes nouveaux vendeurs ou mes marketing, ils me disent: «Putain, en un mois de formation, j'ai appris tout ce que j'ai fait en 2 ans à l'école, de commerce». Bah, c'est un peu Non le non problème, hein. donc c'est donc voilà. Donc c'est vrai que ça rejoint ce côté où la scolarité n'a pas tellement évolué, pour les jeunes et où ils se remettent pas à jour. Mmh. C'est la seule chose qui a pas évolué dans notre société. Les voitures ont évolué, internet a évolué, mais la scolarité reste, plus ou moins la même qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais sans doute que l'IA va mettre à moyen terme, un gros coup d'accélérateur, là-dessus et avec, du sens parce qu'en fait, c'est comme pour beaucoup de métiers, hein, tristement pour les gens qui pratiquent ces métiers-là. Mais, l'IA est ultra performante et je pense que l'éducation en fait partie donc, à voir, tu vois? C'est un peu du théorique mais, on verra, Ah mais moi je suis pour de l'IA. quoi est fait l'avenir, ouais. Moi, je suis pour l'IA et je force tous mes employés à utiliser l'IA, hein. C'est vraiment, vraiment important. C'est un peu, alors toi, tu dis tristement ça remplace, mais non, les gens qui sont remplacés par l'IA, c'est qu'ils l'ont cherché un peu aussi. Je pense qu'il faut tout le temps se remettre en question, évoluer et apprendre plus de choses et si à un Alors moment l'IA me remplace, c'est que j'aurais pas apporté de valeur ajoutée. je te C'est donne un exemple pour oui. je vais expliquer un peu le tristement. Je pense Ah, notamment, par exemple au un psychologue. Un d'accord. psychologue alors on va se projeter dans 5 ans, tu vois? Par exemple, si tu même aujourd'hui, même un chat GPT, tu Mmh. l'emmènes sur le sujet de la psychologie, franchement, il est très bon. Il aura des choses très pertinentes à te proposer, des solutions pertinentes et tout et j'en parlais encore avec ma conjointe, ce midi et je pense que l'avenir sera fait d'un robot. Tu vois, tu vas peut-être pouvoir consulter soit en ligne, c'est sans Mmh. doute déjà possible, mais ça sera plus carré dans le futur, un robot ou quelqu'un sur des thématiques très Mmh. spécifiques et avoir un vrai dialogue et les conseils sont vraiment très bons. Je pense meilleurs que beaucoup de vrais psychologues, tristement pour eux encore une fois. Et là où je te rejoins, c'est oui, les psychologues les moins bons, bon bah, c'est un peu voilà, c'est la vie boulie comme on dit. Mmh. Mais par contre ceux qui sont bons mais, tu vois, qui se prennent l'IA dans la en fait, si tu veux, progressivement, c'est comme énormément de métiers. Je prends cet exemple-là, mais je suis persuadé que dans 10 ou 15 ans, il y aura, 100 sur les 100 des psychologues aujourd'hui, il restera 10. Le reste sera les problématiques seront prises en charge par l'IA d'une manière ou d'une autre et heu et c'est plutôt ça qui est triste, c'est que si tu veux, tu as une partie de ces gens-là, d'une certaine manière, qui bossait pas mal, mais c'est la vie quoi, qui les choses évoluent et tous les métiers du web globalement, je pense qu'on va tous finir par se faire bouffer. Mon père graphiste par exemple, là l'arrivée du dernier modèle de Google, Banana? Banana Pro, franchement pour moi ça a fumé, ça a mis le coup de marteau définitif sur le crâne des graphistes et rideau, hein. Sur encore une fois, 90 d'entre eux ont été, atomisés là par, Banana. C'est donc voilà, c'est plus ça, si tu veux, qui est quand même, on vit dans une époque, à la fois incroyable, à la fois spéciale, parce qu'il va y avoir, je pense, un gros shift, assez global, là, de ce côté-là. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. J'ai une question, moi, par rapport à, le fait que tu sois, vice-président, du coup, de la French Tech. Nous, pour, De Shanghai. de Shanghai. Parce que nous, pour être transparent avec toi dans le podcast, tout ce qui est, French Tech biberonné à l'argent de la BPI, je t'avoue que c'est pas trop notre came, on va dire ça comme ça. Toi, le fait que tu sois en full bootstrap et tout, bon, voilà, tu étais pas, sur ce genre de problématique. Qu'est-ce que ça t'apporte, heu, cette position? Après, comme tu le précises, c'est à Shanghai, donc je suppose que c'est surtout pour faire du réseau avec des Français qui sont installés en Chine et notamment à Shanghai. Mais c'est quoi ton qu'est-ce que ça apporte en gros cette partie réseau? Parce que je suppose qu'en plus de ça, c'est des gens pas forcément avec qui tu peux faire du business directement. Est-ce que, peut-être que si d'ailleurs, Alors peut-être que je me trompe? alors la French Tech de Shanghai, contrairement à la French Tech de France, c'est que nous, c'est du volontariat, d'accord? C'est 100 volontariat, on prend notre temps pour justement aider les entrepreneurs. Alors, dans la French Tech de Shanghai, nous, le but, c'est de faire du connect, donc
de partager une expérience et après de nous connecter entre nous tous. C'est vraiment une bonne communauté. C'est aussi de faire du learn, d'apprendre aux jeunes entrepreneurs comment structurer une entreprise, comment développer des clients, comment créer une SOP. Et ça va être ça veut dire on fait des gros événements, par exemple, on fait un sort de Vivatech, à Shanghai, OK. on fait, des trucs, d'impact sur, le climat et tout ça. Donc nous, c'est vraiment très différent du côté peut-être, French Tech en France, parce qu'on n'est pas biberonné, à la BPI. Ah Au ça, contraire, je pense que ici, alors nous, on met aussi en relation, par contre, on met en relation des investisseurs chinois français avec des entrepreneurs. Donc voilà, on n'est pas forcément lié à la BPI et la BPI ne nous a jamais consultés pour être honnête. Alors qu'il y a vraiment, vraiment des bons entrepreneurs à Shanghai, et que je suis beaucoup. Et l'avantage, c'est que forcément, bon, moi j'ai 42 ans, 18 ans en Chine et des entreprises, donc je fais beaucoup de mentoring. Donc il y a des jeunes entrepreneurs qui m'appellent pour me demander des conseils et ça, je les aide. Tu sais, passer à un certain âge, une certaine expérience, t'aimes mentorer, t'aimes aider les gens et je le fais sans aucun gars, nécessaire. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des opportunités de business parce que quelqu'un m'a présenté une usine qui avait besoin d'un projet solaire et cetera. Mais c'est, arrivé par accident si tu veux. C'était pas, quelque chose de recherché. Donc si tu veux, à Shanghai, c'est vraiment différent. On est vraiment indépendant et l'avantage, c'est qu'à Shanghai, tu as beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, qui veulent lancer des nouveautés. Comme ils sont en Chine, bah, forcément, tu as les liens avec la tech plus rapidement et plus facilement, et tu as des entreprises franco-chinoises. Donc tu as des jolis mélanges qui te permettent vraiment d'innover, de faire de l'entrepreneuriat différemment de ce que tu pourrais avoir. C'est vrai que moi, tu vois, je suis en bootstrap et je suis pas dans cette idéologie de lever des fonds à chaque fois que tu as une idée. Heu, Moi, j'aime aussi qu'il y ait du concret, qu'il y ait du résultat avant de se dire: «Bon, bah, comme j'ai bien vendu ou j'ai des opportunités de commande, je vais, proposer mon idée pour des levées de fonds». Après, c'est peut-être ma mentalité d'il y a 20 ans qui fait que je suis comme ça, mais voilà et je suis d'accord avec toi que, personne ne devrait être biberonné par n'importe qui et juste, faire l'éloge des entreprises qui ont fait des levées de fonds, alors qu'il y a des entreprises qui réussissent sans levée de fonds. ouais, 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 complètement. En fait, moi, le truc, parce que BPI et tout, je peux comprendre l'intérêt, c'est juste que et je parle de la BPI parce que c'est Mmh. souvent mis en avant dans le sens où c'est quand même les impôts, hein, la Mmh. BPI. Bien sûr. Et parce que pour moi, quand c'est un investisseur qui met des sous dans une boîte, qui lève des fonds en pur investissement, je veux dire, c'est du co enfin, Mmh. c'est le côté, high risk, high reward, tu vois? Bien Et sûr, là, à la bien limite, sûr. j'ai aucun souci avec des levées de fonds auprès d'entrepreneurs, de VC, de ce que tu veux, Privé. Ouais, privés. bien Voilà, sûr. ouais, exactement. Ouais. Par contre, quand je vois des boîtes, par exemple, qui tu sais, des start-upers qui, prennent à chaque fois toutes les aides, qu'ils peuvent pour lancer des boîtes, cramer le cash. Ah bah, ça a pas marché, ils en relancent une. Peut-être que oui, au bout d'un moment, il y en a une qui marchera, mais du coup, je trouve que jouer avec l'argent des autres, c'est pas pareil que, quand tu joues en plus de ça avec, ton propre argent en bootstrap, où tu vas, comme tu l'as très bien dit, aller chercher de la rentabilité, en fait. Tu as besoin de Tout simplement. tu besoin de tu vois, nous, on le voit, nous, on a lancé, du coup, une IA, qui s'appelle Wisewand, qui fait de la rédaction IA optimisée SEO. Tu en parlais tout à l'heure du SEO. Bon, bah, nous, on a une Mmh. IA qui fait ça. On est en full bootstrap et Bravo. ouais et on cherche à rentabiliser. En gros, nous, faut qu'on rentabilise, sinon, juste, on n'a pas de on n'a pas d'intérêt, enfin, ça marcherait pas, en fait. Si on peut pas se permettre de cramer du cash pendant 2 ans dans l'espoir que un jour, il y ait une assez grosse valorisation et que là, soit on fait un exit, voilà. Dans tous les cas, et tu vois, quand j'écoute des interviews d'entrepreneurs, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant, les gens qui ont bootstrappé, parce qu'en fait, ils ont des problématiques au début, qui sont des problématiques que je considère, réelles. C'est-à-dire qu'ils se lancent en entrepreneur, et ils doivent avoir du résultat et ils sont pas en mode, «Bon, bah, je me lance, je vais direct recruter 3 personnes» et ainsi de suite, quoi. Et pouvoir, scale, ouais, direct, quoi. Donc Non, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, tu as toujours ce souci quand tu as
les fonds un peu qui utilisent l'argent public, qui font un peu n'importe quoi. Moi, je l'ai vu dans mon domaine. Il y a une entreprise dans le sud, bon, je ne vais pas la citer, qui a levé plus de 10 ou 20 millions d'euros de fonds pour, heu, pour le solaire. Sauf que les mecs qui ont levé des fonds, c'est des mecs qui ont jamais fait de solaire. Ouais. C'est des mecs qui ont jamais fait Et d'usine. ils ont une belle idée. Par contre par contre, c'est des mecs de JP Morgan, IWC, c'est des mecs qui savent faire un PowerPoint et qui ont le Mmh. réseau forcément et qui ont réussi à lever des fonds. On a eu le cas aussi d'une entreprise qui produisait de la protéine d'insectes récemment, qui avait levé 200 millions Oui, ouais, ça je l'ai vu, ouais, et qui a et fermé. qui a fermé, Pareil. bien sûr. Donc en fait, le truc, c'est que tu as toujours ce genre de problème quand les gens donc oui, l'entreprise, c'était Insect avec un Y. Et tu as toujours si tu veux, dès que les gens ne s'y connaissent pas et veulent investir, je pense qu'ils font pas attention, vraiment à l'expérience derrière ou à ce qui a été fait. Et c'est un peu le discours que j'ai eu aussi avec les régions quand j'ai parlé de mon idée. Ils disent: «Ah bah, votre idée, elle a l'air plus sûre». Bah, je vais dire: «Oui, en même temps, avec 18 ans d'expérience, je veux pas inventer l'eau chaude là. Je veux juste continuer ce que je fais et j'ai déjà des carnets de commandes». Ouais. Et même pour ça, tu vois, des fois, tu vois, ouais, bon, on n'est pas sûr, alors que ils investissent dans des trucs où, voilà, protéines d'insectes, 200 millions. Donc tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Mais je pense que c'est soit le manque de rigueur, soit le fait, bah, comme c'est pas leur argent, parfois, ils investissent, Ah oui. ça un peu n'importe Bah, comment. en fait, pour moi, c'est le fait que ça soit pas vraiment ton argent et que, par exemple, tu vas te dire, heu: «J'ai levé de l'argent. Mon but, du coup, c'est de prouver soit que je fasse des commandes, soit au moins que je commence à avoir un peu de Mmh. traction. Je vais tout Mmh claquer mh. dans des ads. Du coup, je vais prendre des agences spécialisées en ads ils vont me surfacturer plein de créas, Mmh. des gros budgets de ads et tout». Alors ouais, c'est bien. Ça va générer de la traction, potentiellement un peu de cash et tu joues un peu là-dessus pour dire, «Bon, bah, regardez, il se passe quelque chose», tu vois? Juste, Mmh. ça vit. Ouais, mais au bout du bout, combien t'as rapporté d'argent, en fait? Combien tu fais, Exactement. c'est ouais, c'est ce qui fait que, tu vois, je crois que, peut-être Arthur, tu me diras, mais il me semble que Guillaume Moubèche, il est en full bootstrap aussi, non? Ouais, oui, oui, il est en full bootstrap. Finari, pareil, je crois Oui. que c'est aussi Non, du non, il a levé des fonds. Non, ah, il a Il maintenant a il a levé des levé? fonds, là. Mais il a Ouais, ouais, commencé il a en levé. bootstrap, non? Je Oui. suis pas sûr. Ah oui, il a commencé en Si, il bootstrap? a commencé en Parce qu'il bootstrap. très vite, il a été backé, notamment par YC, hein, c'est une des Ah boîtes oui, c'est vrai. françaises, backées par YC, ouais. Mais ouais, moi, en tout cas, je trouve que le démarrage bootstrap, en tout cas le plus possible et réussir à prouver que tu peux faire des sous en bootstrap, après que tu ailles lever des fonds parce que tu veux scaler, tu vois, vraiment de façon énorme et que tu as besoin de fonds. Mais encore une fois, du coup, quand c'est avec des investisseurs, externes, tu vois? Bon, bah, très bien. Enfin, vraiment, je vois pas de Mmh souci à mh. ça. Parce que, tu vois, toi, je sais pas si tu fais un peu de business angel, par exemple, mais si tu en fais, bon, bah, c'est que tu apportes l'argent, tu apportes ta connaissance un peu, enfin, en fonction du deal que tu as. Tu pas sûr que ça va marcher, quoi. Ton argent, tu l'as placé, tu espères que ça va marcher, que tu auras un retour là-dessus, mais peut-être pas aussi, quoi Bah, et c'est quand ton j'investis, argent. c'est surtout quand j'investis après, c'est surtout les entreprises qui ont commencé en bootstrap. J'investis rarement dans des entreprises qui ont, une jolie présentation. Ouais, ouais. Donc je fais vraiment attention à ça, c'est le point important. Heu, Après, je comprends aussi des levées de fonds quand, moi j'ai un ami qui est en train de créer une entreprise qui est dans la crypto-monnaie. Je comprends que tu as besoin aussi de lever de fonds pour ce genre d'entreprise parce que forcément, il te faut une structure un peu plus compétente. Mais c'est une personne, par exemple, qui a déjà une autre entreprise qui fonctionne bien. Ouais, OK. Donc c'est pas quelqu'un qui part de zéro. Donc Mmh. il faut vraiment tout comprendre et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu es en bootstrap, tu as une problématique, tu veux la régler et comme c'est tes sous, bah, tu mets plus d'énergie et plus de force. Et les chiffres le montrent aussi récemment, c'est que ceux qui ont commencé en bootstrap ont plus de facilité à revendre l'entreprise, à faire un exit, parce que justement, il y a de la valeur, il y a du concret, il y a des carnets de commandes, alors que ceux qui ont fait des levées de fonds, bah, ils ont plus de mal à faire de l'exit. Donc c'est vrai que voilà, le bootstrap pour moi, c'est quand même un, tu mieux reconnu, et beh, Guillaume Aubin, je pense que là, il est adulé par beaucoup de monde, Ouais. grâce à ça et il le crie haut et fort d'ailleurs. Mmh. Donc c'est vrai que
tu as des choses à faire sur ça. Et bon, après, faut pas qu'on se mette en opposition, bootstrap contre le Non, bien fond, sûr, bien sûr. mais voilà, je suis aussi de cette école de bootstrap. Et tu parlais d'exit, du coup, toi, c'est une option que tu vois à l'avenir? Tu as envie d'exiter tes Heu, boîtes peut-être un jour, tu vois, oui, 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 je suis ouvert à ça. Je suis ouvert à ça. Alors j'aimerais exiter pour qu'il y ait mieux. Pas réellement pour me dire: «Ah, je me débarrasse et j'exite parce que je trouve qu'il y a quelqu'un qui pourra apporter une meilleure valeur ajoutée ouais. et qui pourra faire que ça perdure». Exiter juste pour exiter, non, ça m'intéresse pas. Puis si tu fais les choses que pour l'argent, c'est tu avais aucun sens. Donc faut exiter parce que tu veux que ça continue, que tu veux que ça se développe. Après, moi, j'arriverai jamais à m'arrêter de travailler. J'ai Ouais, tu j'ai relanceras commencé à d'autres bosser projets. à 14 ans, s'il faut recommencer tout de 0, je recommencerai tout de 0. Donc et maintenant j'ai quelques connaissances. Donc il y a des erreurs que je ne referai plus. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est continuer tout le temps à bosser ou même, tu vois, à donner des cours. Ça m'intéresserait à faire du mentoring, à faire des conférences, à aider vraiment des jeunes et moins jeunes entrepreneurs. C'est vraiment, quelque chose de sympa. Quand en fait, tu es au niveau, tu sais, dans la pyramide de Maslow, tu es arrivé au niveau où ton le truc que tu kiffes faire au final maintenant, c'est quand tu as passé tous les caps, que tu es baqué financièrement, que tu as une vie qui est correcte, que tu as réussi, que tu as à peu près tout qui va, bah, en fait, après, tu as plus que besoin de ce c'est même pas le besoin de reconnaissance, c'est vraiment le besoin de transmettre. Et c'est vraiment je sais plus quel je crois que c'est le dernier niveau de la pyramide de Maslow, c'est vraiment celui où tu es un peu arrivé au bout du jeu et tu te dis: «Bon, bah, maintenant je transmets mes connaissances et ça me c'est ce qui me fait plaisir, quoi». Chose que plein de gens ont du Alors mal à comprendre ça, d'ailleurs. moi, c'est pas forcément d'arriver en haut de la pyramide parce que je pense que je peux toujours faire mieux. Ouais. Et il faut toujours se remettre en question et j'ai même moi des mentors, hein, qui m'aident parfois à prendre des décisions ou qui me donnent plus de connaissances sur certains points. Mais je pense que quand on est en activité, c'est bien de pouvoir aussi transmettre. Parce qu'il y a des choses que tu fais actuellement dans ta activité qui peuvent aider aussi rapidement. Donc, je après c'est une mentalité qu'on n'a pas trop en France malheureusement, le partage de connaissances gratuit pour vraiment aider les entrepreneurs autour de nous, les entreprises autour de nous à améliorer certains points. Et c'est vrai qu'il y a ça. Bon, je vois qu'il y a des influenceurs qui font un peu ça, plus ou moins sérieux mais je pense que c'est important aussi de transmettre et d'aider. Parce que quand on aide quelqu'un, on s'aide soi-même au final. Il nous le revaudra soit par une reconnaissance, soit par, nous présenter quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il y a toujours un gain à aider quelqu'un. Voilà, c'est toujours bien et c'est vrai que, voilà, même vous aujourd'hui, vous avez peut-être aidé de nouveaux youtubeurs qui l'ont sur leur chaîne. Enfin, je pense que c'est toujours bien de transmettre une connaissance et d'aider les autres parce que, ta réussite sera ma réussite aussi. Ouais. Donc c'est ce que je dis à chaque fois. Ah ouais, Donc clairement. voilà, c'est vrai. Alors, toi, tu penses que c'est en haut de la pyramide. Moi, je pense qu'on peut le Non, faire en mais je cours dis juste, de c'est dans la pyramide ouais, de Maslow, tu sais, c'est ouais, tu as les différents niveaux et ça s'appelle le besoin d'accomplissement. En gros, tout à c'est fait. juste ça, quand je dis le dernier niveau de la pyramide, c'est pas en mode, tu es arrivé à la fin du jeu de la vie, c'est plus dans la pyramide de Après, c'est la Maslow. mort. Ouais, c'est ça. Dans la pyramide de Maslow, qui Ouais. vaut ce que ça vaut, mais c'est le dernier étage, Non, en non, gros, c'est c'est réel. C'est réel, c'est réel. Tout à fait. Trop bien. Est-ce que vous avez toujours des moi, questions, j'ai les plus gars? de questions. Mmh. Eh ben, c'est tout pareil. Donc, franchement, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Dali, Bah, merci les gars, hein, vous étiez super pour, sympas. pour ton intervention sur le Wizards Podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu communiques à Oui, si certains tu veux, oui, endroits? j'ai un petit réseau. Dali.Nikolowski sur Instagram, Ok. YouTube, voilà. Ok, C'est cool. c'est Dali.Nikolowski comme j'ai écrit ici, Eh ben, jusqu'à le point de entre toute les 2. façon, on le mettra en description. OK. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as, toute la valeur que tu as envoyée aujourd'hui dans le podcast. Merci à vous tous également qui nous avez écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, salut. Merci, au revoir.